Bonjour Marina et bienvenue sur le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Anna, je suis ravie d'être là. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec des personnes intéressées, évidemment. Alors Marina, toi tu es psychologue, Ouais. donc depuis une vingtaine d'années, me semble-t-il. Oui, oui, oh, peut-être Même même plus plus. que ça. Psychologue, à mon avis, plus. Je consulte en fait depuis plus de 20 ans déjà et je suis psychologue depuis 1995. Donc ça fait, je ne sais pas combien d'années ça fait, mais il vaut mieux pas les compter. Ne les comptons pas. Donc tu es psychologue, tu es spécialisée dans l'école de Palo Alto Ouais. et hypno aussi. Oui, Ok. aussi. J'ai vu que tu étais spécialisée aussi sur tout ce qui était traumatisme, systémie, Oui, des choses comme ça. Ouais. oui, tout à fait. Ok. Et donc ce qui nous intéressait là pour le podcast, c'était de voir les. Déjà, moi j'ai vraiment très envie de découvrir l'école de Palo Alto parce que j'ai lu quelques livres, mais les basiques quoi, de Václavic, des choses comme Oui, ça, oui, c'est pas qui sont mal. absolument géniaux à lire et à relire. Et j'ai envie de découvrir beaucoup plus cette école et de voir les ponts qu'on peut faire, nous, entre hypnose, systémie, etc. Oui, effectivement, l'école de Palo Alto, voilà, c'est à la fois un modèle très simple. Donc, il suffit finalement parfois de lire un livre et on a compris le mouvement, qui est un mouvement à 180 degrés, ce fameux virage à 180 degrés, comme l'appelaient les fondateurs. Et donc, c'est un modèle très simple. Et puis, alors, quand il se pratique, on se rend compte de toutes les nuances, de toutes les finesses qu'il peut y avoir. Et du coup, voilà, mais c'est un peu comme l'hypnose. Finalement, c'est assez facile de mettre quelqu'un en état d'hypnose. Après, savoir en faire quelque chose de bien, c'est encore autre chose. Alors, je vais te commencer par te poser une première question. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la petite histoire de l'école de Palo Alto? Alors oui, l'histoire de Palo Alto, bah, ça naît c'est dans les années 60. En fait, finalement, ce sont les recherches de Gregory Bateson qui va mettre vraiment en lumière cette notion d'interaction et qui va d'abord la mettre en lumière dans des peuplades où il va observer, puisqu'il est, il est anthropologue. Au départ, il est biologiste et anthropologue. Et puis, il va faire des liens énormes avec la psychiatrie. Déjà parce il va faire des recherches sur la communication et sur les paradoxes pragmatiques. Donc, un paradoxe pragmatique, c'est quand on donne deux ordres en même temps à une personne et que ces ordres sont contradictoires et que donc la personne elle est évidemment coincée entre les deux. Et ce qui va se passer, c'est ce qui va faire en fait le déclenchement. En fait, ça va être la naissance de la systémique suite à cette recherche parce qu'il va la faire et il est à ses bureaux dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il est à côté des schizophrènes et d'unités où sont hospitalisés, enfin, où sont les schizophrènes. Et il va se retrouver, enfin, il va repérer en fait vraiment des liens entre les moments de visite, en fait, entre les crises des patients et les moments de visite familiale. Donc, il va demander d'observer, de pouvoir observer les familles et les interactions justement entre la famille et le patient. Et il va mettre justement vraiment en lumière le fait qu'il y a des paradoxes pragmatiques. Il y en a beaucoup, en fait, ils sont répétés. Et donc, de là va naître la notion de la double contrainte, du double bind, comme disent en anglais. Et il va donc vraiment dire, ben, finalement, et c'est la première fois qu'il y a ce nouveau regard qui est posé sur la psychiatrie, c'est il va dire, mais en fait, la problématique n'est peut-être pas intrinsèque à la personne, mais peut naître ou être nourrie en tout cas par les interactions avec l'environnement. Et de là, un tout nouveau regard évidemment sur la psychiatrie se développe, puisqu'on va regarder les choses différemment. On va se dire, bah, peut-être qu'il ne faut pas regarder que le patient, peut-être ça va être intéressant de regarder le système dans lequel il fonctionne. Donc, pendant quelques années avant, je dirais, les recherches sont encore, la cybernétique s'est développée, la théorie des systèmes, et tout ça va se recouper quelque part avec cette notion vraiment capitale du feedback, de se dire, bah voilà, quand j'interagis avec quelqu'un, j'ai ce que la personne fait, il y a ma manière de réagir, et finalement, on est dans une interaction, évidemment, et comment je peux prendre le feedback de ce qui se passe. Donc, comment je peux... En fait, ma réponse est le feedback de la sienne, et inversement, et donc on est vraiment dans une vision circulaire des choses. Et donc, en fait, à partir de là, donc ça, Bateson va publier en 1956, si je ne me trompe, oui, en 1956, et il va donc publier un article qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait, ça je ne vais pas dire, c'est sur une nouvelle théorie de la schizophrénie ou un truc comme ça. Et ça va être une révolution en psychiatrie. Et de là vont naître une,
plus de 20 écoles différentes de systémique. Puisque, en fait, dans la systémique, le modèle de Palo Alto n'est qu'une école, en fait, parmi d'autres. Et donc, dans le groupe qui faisait ses recherches avec Bateson, il y avait Don Jackson. Et Don Jackson va vouloir vraiment développer son modèle, et ça va être le modèle de la thérapie brève de Palo Alto. Il va le développer à Palo Alto, c'est là où Bateson était. Et en fait, parfois, il y a confusion un peu entre systémique, pourquoi Palo Alto. Et en fait, effectivement, Bateson, qui avait lancé le développement de toutes ces écoles de systémique, va être proche de cette école-ci, c'est-à-dire l'école de Palo Alto, comme on l'appelle, ou de ce groupe de thérapeutes qui ont développé la thérapie brève. Bateson n'était pas thérapeute. Parfois, on dit, oui, il ferait Bateson avec ses patients. Ça, c'est pas juste. Il n'a pas eu des patients. Parfois, il a observé des séances parce qu'il travaille beaucoup avec les miroirs Santin, avec un des thérapeutes et les autres pour développer le modèle. Ils ont vraiment travaillé ensemble, en équipe, et ils ont vraiment voulu développer un modèle. Bref, pas tellement dans le sens de cours, mais bref, dans le sens brief, plus focus sur quelque chose. Et parfois, il y a une confusion aussi. Mais en fait, il y a souvent la confusion que la thérapie brève doit être sur un nombre de séances particulières. Voilà. Alors, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'ils avaient décidé aussi que c'était en 10 séances. Donc, pour eux, c'était 10 séances. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être plus souple et on va se dire, ben voilà, pour certains burn-out, il faut beaucoup plus que 10 séances parce que c'est un long temps pour remonter simplement de là où la personne était. Mais en moyenne, quand même, moi, j'avais un jour calculé, je suis à 4-5 séances, je crois même plutôt à 4 qu'à 5 séances en moyenne. Mais il y a des patients que j'accompagne plus longtemps parce que voilà, le besoin est là, etc. Eux, c'était 10, et ça, ils avaient vraiment défini, ils ne dépassaient pas 10. Et pour eux, les 9 premières séances pouvaient même être à comprendre le problème, et dès lors qu'ils l'avaient compris, ils proposaient ce fameux virage à 180 degrés pour le débloquer. Ils disaient qu'à ce moment-là, ça pourrait aller très vite. Donc ça, c'est un peu la naissance du modèle. Donc c'est là-bas à Palo Alto, c'est le Mental Research Institute, donc MRI, comme ils l'appellent, qui a vraiment voilà, développé le modèle, créé le modèle, construit vraiment ce modèle de résolution de problèmes, en fait, presque plus que de thérapie, si on peut dire, puisqu'on ne voit plus, dans thérapie, c'est soigner quelqu'un, et or, on ne voit plus la personne comme à soigner, on voit la relation, finalement, à soigner. Pour nous, les personnes ne sont pas malades, elles ont un problème avec leur environnement, ou parfois avec leur relation avec elles-mêmes. Pour tout ce qui est plus trouble anxieux, ou je ne sais pas, des insomnies, on va plus dire, ben voilà, c'est un problème de relation avec moi-même, entre la partie de moi qui veut dormir et qui dit il faut que je dorme, et la partie de moi qui m'empêche de dormir parce qu'elle m'envoie n'oublie pas, il y a ça, et demain il y aura ça. Et donc, il y a une espèce de lutte à l'intérieur. Et donc, c'est cette interaction-là sur laquelle on va travailler finalement. Okay. Et là, on retrouve déjà les parties de l'hypnose. Ouais, ou des Watkins, ou enfin les états de moi, il y a plein de choses, même d'analyse transactionnelle finalement. Oui, tout à fait. Trucs de parties qu'on retrouve dans plein de... Oui, tout à fait. Cool. Tu disais sur la thérapie brève, donc eux, c'est... Bon, alors c'était pas... il y avait les 10 séances, c'était pas tellement en termes de temps, mais tu disais en termes de focus, en fait, sur la personne et sur son système. Sur le problème, en fait. Le C'est de problème, trouver ok. vraiment un problème bien concret. C'est pas Ok. rester sur je suis pas bien, je me sens mal, je n'ai pas confiance en moi. Pour nous, c'est pas suffisamment concret. Donc, on va vraiment focuser et essayer de voir. Mais en fait, vous avez manqué de confiance en vous. Par exemple, je prends cet exemple-là parce qu'on l'a beaucoup. Vous manquez de confiance en vous. Et on va dire à la personne, mais, OK, comment ça se manifeste? Ou comment ce serait si vous en aviez? Pour comprendre vraiment, en fait, le problème, c'est que je ne peux pas prendre la parole en public. Le problème, c'est que je n'arrive pas à draguer quelqu'un et que, donc voilà. Le problème, c'est que comme je manque de confiance en moi, je suis tout le temps en train de me traiter de nul à l'intérieur. Et donc, en fait, ça peut se décliner évidemment d'une multitude de façons. Si on demande à 15 personnes de définir ce que c'est que le manque de confiance en soi, j'ai envie de dire, on ne va pas forcément donner exactement la même chose parce que et nous, on va aller chercher vraiment comment concrètement la personne aujourd'hui dans sa vie est invalidée par son problème, et puis du coup l'interaction qui se passe autour de cette problématique concrète finalement. Ok, donc à ce moment-là, on est vraiment passé d'un peu de tout ce qui était psychanalyse, le problème vient du passé, des causes, des refoulements, de l'inconscient, Oui, tout ça, à le problème peut venir aussi du système dans lequel est la personne. oui. Et donc Et- est actuel aussi, parce qu'il faut bien le souligner aussi, il y a cette différence-là évidemment qui est énorme, c'est qu'on va chercher toujours nous un problème actuel. Donc même si les gens viennent en disant voilà, je suis mal depuis 15 ans,
depuis que, je sais pas, ma mère est décédée, j'arrive pas à m'en remettre, etc. Nous, on va pas tellement aller creuser sur le décès de la maman que sur aujourd'hui, en quoi vous êtes mal, expliquez-moi. Vous vous levez le matin, vous êtes déjà mal, comment ça se passe? Ah oui, j'ai une boule au ventre le matin, etc. Et donc, on va travailler sur la boule au ventre du matin et pas tellement sur le décès de la maman. Ok. Ce qui ne nous empêche pas d'y faire référence, de faire des liens, voilà, ça c'est possible, hein, on n'est Ok. pas... On Ce sait qui bien est, qu'on est le résultat du passé. Je le dis parce que parfois les gens disent on ne peut pas ne pas faire. Mais oui, ça, on est bien d'accord. oui, on en reparlera tout à l'heure dans les ponts qu'on peut faire avec l'hypnose, mais ce qui est déjà une belle différence, puisque actuellement, en tout cas, on est vraiment beaucoup sur eh ben, des fois des régressions à la cause, sur travailler le passé, Oui, plutôt que de travailler le présent et qui serait plus peut-être oui, le coaching, ce sera entre présent et futur. Mais oui, c'est intéressant déjà. Bon, on en oui, reparlera de ça. Ne prenons pas trop d'avance. Pour une fois que j'ai fait mes questions ordonnées. oui, oui. On va respecter. Alors, ok. Les postulats principaux pour toi de l'école de Palo Alto, c'est quoi? Alors, euh, c'est qu'un problème, justement, quelle que soit sa cause, quelle que soit la durée et quelle que soit son origine, il y a quelque chose qui l'entretient s'il est toujours là maintenant. Ok. Et ça, c'est vraiment un postulat super important, c'est de se dire, voilà, il y a quelque chose que la personne probablement fait sans le vouloir ou en le voulant, mais en voulant bien faire, et qui l'entretient. Et pour nous, c'est sur ça, c'est sur cette chose, ces actions, cette manière de penser, qu'on va travailler, puisque pour nous, si on arrive à couper ce qui entretient le problème, et donc ça c'est un peu le second postulat, si on arrive à modifier la manière dont la personne réagit à son problème, on va modifier le problème puisqu'on est dans une interaction et toujours avec cette causalité circulaire dont je parlais tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'on rejoint l'intention positive dont on peut parler parfois l'avantage à avoir son Oui, problème? Ok, c'est pas mal dit, hein. Je te alors le fais en bien. l'avantage, je ne sais pas, l'intention positive, oui. Oui. Oui, parce que pour nous, effectivement, tout comportement, et ça c'est vraiment Bateson qui l'a amené déjà, tout comportement est une adaptation le mieux qu'on a pu trouver au système à l'environnement tel qu'il se passe au moment où il se passe. Et donc, même si le comportement, on peut se dire en voyant des gens réagir, mais bon, par exemple, Bateson prenait l'exemple des schizophrènes, je vais revenir à cet exemple là parce qu'il parle bien. Il dit, voilà, pour certaines personnes qui ont tout le temps eu des injonctions paradoxales, la seule manière, en fait, d'échapper à un monde où quoi qu'ils fassent, c'était pas bien, puisqu'avec l'injonction paradoxale, avec deux ordres contradictoires, forcément, ils désobéissent un désordre et donc ils ne se comportent pas comme il faut. La seule manière, c'est d'échapper dans un monde imaginaire. Et donc pour lui, si les enfants développent ce truc de dire à un moment, ah, des éléphants roses, etc., c'est parce qu'en fait, c'est plus possible. Maman me dit des choses et je ne sais pas ce que je dois faire, je suis coincée, donc je m'échappe. Et en fait, du coup, cette manière de s'adapter, qui est finalement adaptée, qui est en fait vraiment une réponse qui permet à l'enfant de sortir en fait de l'injonction paradoxale, donc qui est juste à ce moment-là. Le problème, c'est que l'enfant va l'intégrer comme une manière de gérer les problèmes. Et donc, quand il va se retrouver en classe avec le professeur qui va peut-être lui donner un exercice de mathématiques un peu difficile ou lui demander de parler devant la classe alors qu'il n'aime pas ça, il va dire, oh, un éléphant rose. Et là, tout le monde va dire, mais il est fou. Et en fait, parce qu'effectivement, pour Beethoven, voilà, on trouve des manières la moins mauvaise de s'adapter, ou la meilleure parfois, heureusement, de s'adapter à ce qui nous arrive. Et à un moment donné, le contexte change, on continue à mettre en place une manière de s'adapter qui a pu être ajustée à un moment donné de notre vie, et puis qui ne l'est plus. Un enfant qui a appris à se taire parce que dès qu'il contredisait son papa, il avait des colères et des hurlements, etc., va se retrouver au boulot où on va lui dire, lors de comment est-ce qu'on dit, son bilan annuel, enfin, on va lui dire, attention, il faudrait prendre plus la parole, il faudrait... Et donc, ce qui était adapté quand il était enfant, jeune, ado, peut-être pour pas se prendre des coups, ne l'est plus à un moment donné, et c'est là que pour nous, il y a parfois un travail à faire pour aider la personne à découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles manières de réagir pour se réadapter au nouveau contexte. Et donc, il y a tout à fait cette intention positive. En fait, je fais et en permanence, on fait ce qu'on trouve le mieux dans la situation voilà, qu'on est en train de traverser. Après, c'est pas toujours le plus efficace. Et nous, en thérapie brève, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Est-ce que ça marche? Donc, c'est prendre le feedback quand je réagis d'une certaine manière. Est-ce que ça marche? Et souvent, quand les gens viennent nous consulter, évidemment, ça ne marche pas puisque sinon, ils ne consulteraient pas. C'est marrant, ça me fait vraiment penser au postulat de PNL
où nous, on nous expliquait qu'on avait certain nombre de cartes à disposition dans notre jeu Oui, et que ces cartes, à un moment, il fallait ouvrir. C'est pas qu'on les enlevait, oui, c'est qu'il fallait en rajouter tout à fait. pour avoir de nouvelles cartes à jouer suivant les contextes, quoi. Mais la PNL est vraiment cousine, j'ai envie de dire, ou Oui, sœur de, parce que ce sont un peu les mêmes papas, hein, parce que la thérapie brève était aussi très influencée par Milton Erickson. Et voilà, la PNL, on sait bien aussi. Enfin voilà, donc il y a quand même cette influence d'Erickson, on la retrouve dans quand même une multitude d'approches. Voilà, un grand homme. oui, en effet. Ok, donc en fait, l'école de Palo Alto, c'est une partie de la systémie, Oui, tout à la, fait, c'est une des écoles. Oui, une voilà, des un écoles de la courant. systémie, ok. Oui, En systémie, on ne fait pas que s'occuper des systèmes, genre thérapie familiale, où on amène tout le monde dans la pièce. Parce que ça aussi, voilà. il y a peut-être des fois, on confond un peu. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, c'est ce que je croyais au début. C'est Oui, moi quand tu aussi. disais systémie, je me disais, ah bon, d'accord, on met tout le monde dans la même pièce et Oui, oui, allons-y gaiement. Un peu comme oui. dans le film, je sais pas si tu l'as vu, Into the Bone, euh, Oui, avec, je je sais pense que je l'ai vu, mais ça, c'est l'anorexie. déjà. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Enfin, Tout à fait. très bon Mais film. oui, oui, mais en fait, ça se fait dans une des autres écoles, enfin, dans même plusieurs, dans plusieurs écoles, ils rassemblent. Alors, parfois, on rassemble juste la famille Mm. nucléaire, j'ai envie de dire, mais d'autres rassemblent vraiment, même les grands-parents sont invités. Enfin, et puis, il y a des écoles où on va rassembler que les personnes que la personne estime liées à son problème. Et Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des grosses, grosses différences. Et c'est vrai que nous, on part un peu de, c'est une des propriétés en fait des systèmes, dans la théorie des systèmes, c'est la totalité. Et cette propriété dit que un système, euh, qu'en fait, chaque élément du système a des propriétés, a des qualités, mais que le système n'existe que par la rencontre des éléments. Et que donc, si on, et bon, l'exemple qu'on prend souvent, c'est l'eau, H2O. Si on modifie un des atomes, ben, on n'a plus la molécule d'eau. Et donc, nous, à l'école de Palo Alto, on se dit, ben, il suffit de travailler sur un des éléments du système et on a un impact sur tout le système. Parce que si dans une famille, et par exemple, bon, si on reprend le cas de l'anorexie, voilà, pour l'instant, je travaille avec une maman d'anorexique, et on travaille avec la maman, on rentre déjà dans le système, parce qu'elle fait vraiment partie du système. Évidemment, elle met des choses en place, elle a des réactions qu'elle a jugées les plus appropriées, de nouveau, si je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, mais qui ne fonctionne pas, puisque sa fille continue à rester dans l'obsession de perdre du poids, de ne pas vouloir manger, etc. Et donc, en travaillant avec la maman, on peut déjà modifier des choses dans le système, en fait, et pas mal de choses, parce qu'une maman dans une famille, c'est pas rien. Et est-ce que vous parlez aussi du système intérieur? J'entendais, on parlait de parties tout à l'heure. Est-ce que ça peut être Oui, aussi un travail sur le système des oui. différents individus, parties intérieures? Alors oui, j'ai envie de dire oui, nous on le fait, donc chez Virage, où je travaille, mais c'était pas le cas. Donc si on revient à un puriste Palo Alto, Ok. c'était pas le cas. Quand moi j'ai appris le modèle de Palo Alto, on parlait vraiment des relations extérieures avec l'extérieur. Et donc on était dans vraiment de la systémique, j'ai envie de dire comme les gens en ont l'image d'ailleurs, hein. Souvent, des personnes viennent me consulter en disant je viens chez vous parce que c'est systémique, parce qu'en fait ils veulent dire c'est relationnel avec d'autres. Mais en fait, pour nous, c'est systémique aussi, comme je le disais. Donc, notre relation à nous-mêmes est systémique aussi. Mais effectivement, ce n'était pas du tout le cas à l'origine. Et ça, on a vraiment voulu le développer justement chez Virage et mettre en lumière comment, en fait, quand je gère une de mes émotions, j'ai aussi une boucle. Parce que, voilà, j'ai peur, par exemple. Et je vais me dire, allez, n'aie pas peur. Imaginons que j'ai peur avant d'avoir cet échange avec toi. Je vais me dire, allez, n'aie pas peur, ça va aller, etc. Soit ça va marcher, ça va m'aider, donc la réaction est adaptative, elle est bonne. Soit la petite voix qui disait j'ai peur va dire bah non, tu sais même pas ce qu'elle va te poser comme question, etc. Et donc je vais commencer à paniquer. Donc là, je vais pouvoir gérer autrement. Je vais essayer en tout cas toujours de gérer autrement ma peur, ou bien je continue à faire plus de la même chose et je dis à ma petite voix mais non, ça va aller, mais elle crie de plus en plus fort. Et donc, c'est un peu ça, pour nous, les boucles interactionnelles qu'on peut avoir avec soi-même. Concrètement, dans une séance, est-ce que vous avez une stratégie particulière? C'est-à-dire, tu sais, en hypnose, nous, on est un peu, suivant les courants, mais on est un peu freestyle. C'est-à-dire qu'on pose des questions, on se dit, bon, bah, allez, on va aller bosser là-dessus. Voilà. En coaching, c'est moins ça, déjà. On a quand même un peu une stratégie de ce qu'on veut, ce qu'on recherche, en fait, Oui. l'objectif du praticien, les informations qu'on recherche pour pouvoir construire la séance après. Comment vous travaillez en séance?
Alors nous, c'est quand même, alors c'est un peu entre les deux, je dirais. Mais on sait quand même les informations qu'on va chercher parce que nous, on veut trouver ces boucles. Donc évidemment, on va tout le temps questionner, on va dire de manière, bon, là, je l'ai dit de manière assez concrète, mais aussi de manière interactionnelle. Donc je vais demander quand la personne va me dire, et alors j'avais peur, j'ai senti la peur monter. La première question qui va me venir, c'est comment avez-vous réagi? Puisque je vais aller chercher dans quelle boucle elle est avec elle-même ou peut-être avec les autres, parce qu'elle peut me répondre, ben, j'ai été en parler à mon compagnon, j'ai fait ceci, enfin voilà. Et donc, on va aller chercher vraiment comment elle réagit. Et puis, pour continuer à être interactionnel, on va boucler la boucle, j'ai envie de dire, on va dire, et ça vous a aidé ou pas? Et donc, on va en permanence aller voir et prendre ce feedback et aller chercher dans quelle interaction la personne s'est mise. Et parfois, il y a des choses qui l'ont aidé, mais souvent, il y en a qui l'ont pas aidé, puisque sinon, elle m'en parle, enfin, sinon, elle ne vient pas me voir en séance. Donc, c'est que forcément, je sais déjà un peu que ça ne l'a pas vraiment aidé, que ça n'a pas débloqué les choses, mais ça m'intéresse qu'elle le dise pour qu'elle en prenne conscience, pour que je puisse après le lui reformuler. Et donc, je veux dire que dans notre intervention, il y a le questionnement qui est effectivement très important et qui est quand même très construit, même si on commence quand même par ouvrir. Parce que là, bon, je donne toute l'impression que on va quand même laisser d'abord la personne expliquer ce qui l'amène là, comment c'est venu, etc. Et c'est important pour nous de vraiment bien ouvrir. Et puis ensuite de comprendre, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à refermer. Une fois qu'on a l'attente, une fois qu'on a l'objectif, qu'on va parfois un peu challenger, enfin ça dépend si la personne me dit j'attends que mon mari soit plus gentil avec moi, bon, ben, bien évidemment c'est un objectif qu'on va devoir retravailler puisque on ne peut pas travailler directement sur changer l'autre. Mais on va, après, une fois qu'on a l'objectif, on a quand même un questionnement qui est effectivement construit et qui est très interactionnel, qui est tout le temps dans les chercher, c'est beau. Et puis, après le questionnement, il y a cet autre outil de reformuler ces boucles pour montrer à la personne, en fait, qu'elle fait partie du système. Parce que ça, c'est un mouvement vraiment important. Pour nous, c'est un des premiers mouvements d'ailleurs, c'est de montrer à la personne comment, sans qu'elle le sache, par exemple, si elle me dit mon mari n'est pas gentil avec moi, ben, je vais questionner sur, OK, il fait quoi? Comment vous réagissez? Et ce que ça donne, etc. Pour pouvoir lui montrer qu'en fait, sa manière de réagir, puisque je disais que c'était un des postulats des problèmes, participe au problème, en fait. Sa manière de réagir entretient le fait que son mari peut-être soit pas gentil avec elle. Parce Est-ce que que c'est c'est une seulement... histoire de... Pardon, je t'interromps. Non, non, vas-y, vas-y. Est-ce que c'est une façon aussi de redonner de la responsabilité à la Exactement. personne ouais. Ok. C'est exactement, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est exactement ça. C'est Pardon. vraiment lui redonner la responsabilité. Parce que c'est seulement si elle en a, en fait, qu'elle peut changer des choses dans le système. Si elle se sent toujours victime ou en train de subir les choses, ben, on pourra l'aider comme on peut, mais elle va pas pouvoir changer les choses. Surtout que nous, le changement, on va peut-être y venir, mais repose sur des tâches concrètes qu'on donne à la personne. Et donc, voilà. Mais je vais pas. On y viendra. C'est Et voilà. c'est intéressant parce que tu sais, dans le dernier épisode que je faisais, alors c'était un peu différent, c'était un témoignage d'une personne qui a été alcoolique et bon, elle n'est plus, elle est devenue patient expert et elle me disait, moi, c'est important pour moi de pas me définir comme alcoolique pour garder de la responsabilité. C'est-à-dire de ne pas rentrer Oui, dans une maladie oui, c'est pour juste. pouvoir garder de la responsabilité et me dire, bah, j'ai une capacité d'action, en fait, Oui, oui. sur le problème. Oui, et moi je trouve que c'est capital en fait. Et effectivement, nous, c'est vraiment dans un des premiers mouvements. Donc on a notre questionnement parce que sans avoir des questions, des réponses, on peut pas. Mais très vite, on va aller vers montrer à la personne comment elle participe au problème sans le vouloir, sans la culpabiliser. Très souvent, on dit cette phrase, voilà, vous n'êtes pas responsable du problème, mais vous pouvez faire partie de la solution. Et Ouais. pour nous, c'est vraiment ça qu'on veut leur montrer, c'est que voilà, ils peuvent agir parce que sans ça, euh, bah, voilà, la question se pose même de pourquoi consulter si je peux rien y changer, quoi. Oui. Bah, alors en hypnose, on a la réponse, c'est qu'on attend beaucoup de l'hypnose. Oui. Pour, Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est une des difficultés de c'est l'hypnose. une grosse difficulté de l'hypnose, la posture et la Oui, oui, responsabilité de chacun. Très compliqué. oui, tout à fait. Tu disais dans les objectifs, vous les challenger. Est-ce que vous les challengez aussi au niveau où parfois, tu sais, bon, moi je pense pas être la seule, mais souvent j'ai des clients qui viennent me voir en demandant d'en faire encore plus de ce qu'ils font déjà. Par Oui, exemple, quelqu'un de perfectionniste qui va me dire, ah, là, mais en fait le problème c'est que je fais pas assez bien les choses. oui, oui, Et ça, j'essaye en effet de montrer que ben ils font déjà ça et que ça marche clairement pas, qu'il faut passer sur autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez, c'est-à-dire dans l'idée qu'on ne suit pas forcément l'objectif du client parce que des fois il marche pas en fait dans le système. oui, complètement. Donc c'est ça, c'est sûr que c'est ça que l'objectif, il y a quand même déjà tout un travail sur l'objectif en lui-même, parce qu'effectivement, très souvent d'ailleurs, les gens vont venir nous demander de faire plus de ce que
nous on appelle les tentatives de régulation. Donc, c'est des choses, les réactions que les gens mettent en place et qui ne fonctionnent pas, qui étaient appelées tentatives de solution par les fondateurs du modèle. Nous, on les appelle tentatives de régulation. C'est un mot de Bateson, la régulation. Hein, c'est vraiment l'idée de comment je gère les choses et comment je les régule ou pas quand quelque chose m'arrive. Voilà, ma manière de réagir va faire que ça s'est régulé ou pas. Et en fait, on a changé de terme parce qu'on trouvait que solution était plus volontariste, alors que parfois les gens réagissent, c'est même pas je décide de faire ça pour résoudre le problème, c'est juste j'ai peur, je fuis. Or, fuir, en fait, c'est pas une régulation parce qu'au contraire, à chaque fois que je fuis, je nourris ma peur. Et donc effectivement, on va challenger les gens quand ils viennent avec comme objectif leur tentative même de régulation. On va leur montrer. C'est pour ça que ce mouvement, vraiment de leur montrer comment ce qu'ils font fonctionne pas et même empire les choses. Alors, on pourrait reprendre pour le perfectionniste l'idée de faire mieux, mais par exemple, je dirais peut-être c'est faire mieux en faisant moins bien. Ils vont hurler, mais on va aller effectivement faire des recadrages. Si je reprends le perfectionniste, comme être parfait, c'est pouvoir aussi supporter des imperfections, des choses comme ça pour aller recadrer progressivement vers un objectif qui serait effectivement de faire mieux, mais pas peut-être le mieux comme ils l'entendent au départ, quoi. Mm. Il y a un bouquin comme ça de je ne sais plus qui sur l'apprentissage de l'imperfection, sur le perfectionnisme et l'imperfection, Oui, oui, qui est intéressant d'ailleurs. Je le mettrai dans les notes du podcast si oui. si je retrouve le nom. Oui, je vois parce que je l'ai lu, mais donc, du coup, ça Oui, m'échappe il est aussi. rouge, il est. Je le Mhm. vois, mais je n'ai plus le. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok, donc les tentatives de régulation. Est-ce que ce serait comme un peu maintenir l'homéostasie d'un système pour que ça continue Oui, à c'est tout marcher? à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, c'est ça. Les gens essayent de réguler pour garder leur homéostasie. Alors, l'homéostasie de leur système, en fait, parce que c'est rassurant, et même parfois quand l'homéostasie n'est pas forcément bonne pour eux, mais ils maintiennent de cette manière-là. Et donc, parfois, notre travail, ça va justement être de changer d'équilibre, de ne pas garder le même équilibre qu'avant, qui en fait est un équilibre, je ne sais pas, par exemple, dans un couple, parce que ça parle bien généralement, ben voilà, madame domine monsieur, monsieur s'écrase, etc. Et on va avoir madame qui prend toujours une position haute et à chaque fois monsieur prend une position basse. Et monsieur, en fait, quelque part, c'est plus confortable pour lui que d'aller prendre une haute au départ. Sauf qu'il vient nous consulter parce que il trouve qu'il a pris sa place, qu'il a jamais son mot à dire, qu'il se dispute tout le temps, enfin j'en sais rien, voilà. Donc, à ce moment-là, on va devoir l'amener à changer l'homéostasie du système, qui est de position très complémentaire, en une position, en reprenant plus de symétrie, en reprenant pour lui une position plus haute. Et donc, effectivement, euh, on est tout à fait c'est tout à fait lié à la propriété de l'homéostasie des systèmes, oui. Ok. Donc vous bossez beaucoup le questionnement, l'objectif, et tu Oui, commences à me parler des tâches des temps. stratégiques, Ah oui, et des tâches, oui, bien évidemment. ce qui nous intéresse beaucoup, nous, parce qu'on Oui, a tendance, on nous apprend un peu en formation à en faire, mais je pense qu'on nous apprend très mal et sans nous apprendre vraiment. Donc, oui, et j'avais vu je une fois suis... Nardone en formation et je m'étais dit, ok, j'ai rien compris, clairement. Et moi, Mais j'avais c'est tendance vrai à faire des que tâches trop compliquées. Quoi. mais en fait, en formation d'hypnose, moi aussi, j'ai fait une formation à l'hypnose qui n'était rien à voir avec la thérapie brève. Et effectivement, on nous dit, vous pouvez donner des tâches, Erickson donnait des tâches, comme ça, comme si. Mais il n'y a pas, il manque pour moi comment je construis ma tâche, en fait. Et du coup, voilà. Alors, parfois, on peut avoir une bonne intuition et proposer un truc super, etc. Mais, et en fait, c'est ça qui est intéressant avec Erickson, c'est qu'en fait, on constate quand on voit cet âge, souvent, elles sont à 180 degrés, elles ont vraiment suivi ce mouvement de la thérapie brève. Mais bon, les fondateurs de la thérapie brève, ils consultaient Erickson très, très régulièrement, ils ont vraiment construit avec lui. Et tout le monde, enfin, on se dit toujours, Erickson faisait la thérapie brève sans le savoir, puisqu'elle n'existait pas encore quand il a démarré, mais il était déjà en train de faire ce virage, ce fameux virage à 180 degrés. Donc l'idée vraiment pour nous, puisque les gens se retrouvent dans une circularité où leurs tentatives de régulation maintiennent le problème sans qu'ils le souhaitent, sans qu'ils le veuillent, c'est de leur montrer ça, et puis c'est de leur proposer quelque chose, une action, une manière de réagir qui va être à 180 degrés de ce qu'ils font aujourd'hui, pas parce que 180 degrés, ça va être mieux, mais pour être certain qu'ils arrêtent de faire ce qui nourrit le problème. Très souvent, moi, je compare le problème à un feu. Je dis, voilà, c'est un feu qui brûle, on veut l'arrêter.
Et en fait, c'est comme si pour l'arrêter, on essayait de mettre des grosses bûches dessus pour l'étouffer, mais que chaque fois, ça reprenait. Ou comme si on versait dessus de l'eau, mais qu'en fait, c'est de l'huile, parce que la personne, elle sait pas qu'elle met un truc qui l'augmente. Et donc, si on veut que s'arrête un feu, en fait, le plus facile, c'est soit arrêter l'apport de bûches, soit arrêter l'apport d'oxygène. Et donc, pour nous, si on veut les faire arrêter de nourrir le feu du problème, si on peut dire, il faut qu'ils arrêtent absolument ces tentatives de régulation. Puisque avec la causalité circulaire, ce sont ces tentatives de régulation qui sont finalement, qui deviennent la source du problème. Et donc, pour être sûr qu'on arrête quelque chose, l'idée de génie des fondateurs du modèle, c'est de faire l'inverse. Parce qu'en fait, c'est très facile, du coup, de trouver l'inverse. C'est pas toujours facile de le faire faire à la personne, mais c'est très facile de trouver. Donc, en fait, on va vraiment essayer de comprendre aujourd'hui quel message la personne envoie à l'autre. Donc, notre questionnement va vraiment être là-dessus, ou à sa petite voix ou à sa peur, enfin voilà, quel message la personne envoie. Et du coup, de proposer à la personne d'envoyer le message inverse. Donc, c'est pour ça que je parle du message, parce qu'il y a des comportements, et c'est pas forcément l'inverse d'un des comportements, mais c'est vraiment l'inverse. Si on prend tous les comportements, tous ces comportements-là, c'est quel message? Si une maman veut que son gamin bosse pour l'école, elle va se fâcher, elle va peut-être promettre une récompense. Donc, elle aura déjà fait des changements en termes de comportement, elle aura déjà essayé peut-être plusieurs choses qui semblent différentes. C'est ce que Václavic appelait les changements de type 1. Et nous, on va proposer de voir tout ce qu'elle a fait là. C'est quel message? Donc, elle envoie à son gamin le message tu dois plus travailler. Et donc, si on va à 180 degrés de ce message, on va lui dire à l'enfant, on va demander à la maman de dire à son fils qu'il n'est pas obligé de travailler. Et donc, évidemment, la difficulté de la tâche, c'est pas tellement encore, enfin oui, la construire, ben, une fois qu'on a bien compris la logique du modèle de Palo Alto, voilà, on peut commencer à la mettre en place. Après, on voit qu'il y a plein de finesses parce qu'il y a des messages qui sont des messages à deux niveaux. Dans le harcèlement, par exemple, la personne envoie le message souvent arrête de me harceler. Et en même temps, il y a un message, tu peux continuer, il n'y a aucune conséquence pour toi. Et même, souvent, il y a du plaisir pour le harceleur. Donc, et donc, il y a deux messages. Et donc, moi, je ne vais pas tout détailler ici, évidemment. Mais, et donc, Ça rejoint ce que dit Mounier Al-Kaïm sur le message psychologique et le message oui, ok, verbal. c'est ça, c'est Ok. ça, c'est ça. Il y a vraiment, il y a les mots qui sortent et puis il y a ce qui passe vraiment comme message, quoi. Voilà. Donc, et donc, effectivement, nous, on va essayer d'aller trouver le 180 degrés sur ce message-là. Et puis, on va le concrétiser par une tâche qu'on va proposer aux patients. Mais pour pouvoir proposer cette tâche, évidemment, il y a tout un travail qui a dû être fait pendant la séance pour assouplir les choses, pour pouvoir, si je reprends la métaphore de la PNL, et je trouve qu'elle est tout à fait belle, rajouter cette carte-là à son jeu et qu'il puisse la jouer. Mhm. Il faut qu'elle soit acceptable pour lui, la carte, et puis en plus qu'il soit capable de la jouer. Donc, parfois, ça prend plusieurs séances aussi. Ouais, parce qu'à 180 degrés, il faut rien que Oui, déjà l'imaginer, c'est fou. Et puis le oui, faire, c'est encore autre oui, chose. Est-ce que des fois vous passez par étapes dans les tâches ou tout à fait. pour On arriver peut à aller la tout à fait. grosse tâche de 180 degrés C'est ou... ça. Oui, on peut tout à fait passer par étapes, soit en faisant choisir à la personne un contexte où elle va commencer à l'appliquer, soit en lui demandant, je ne vais pas vous demander encore de le faire, mais juste d'imaginer que vous le faites et quels seraient les risques, etc. Donc, il y a tout à fait des étapes. Donc, ça peut être la tâche. La tâche pourrait être simplement, vous allez imaginer, vous allez encore rien faire, juste vous imaginer et que vous notiez, si vous faisiez ça, comment vous le feriez? Parce que ça leur permet déjà, en fait, pour le cerveau, on le sait, c'est déjà l'idée même de concevoir les choses va pouvoir, et c'est pour ça que l'hypnose peut être très aidante, si je commence à faire un lien, c'est que ça nous permet parfois de le faire jouer la tâche en séance. Et ça peut être une des étapes de vente de la tâche, c'est de mettre les personnes vraiment dans le contexte, etc., et de leur faire traverser la prochaine rencontre avec leur patron, mais avec une posture à 180 degrés. Ou si je prends l'idée du mari et de la femme dont je parlais tout à l'heure, que le mari, on puisse lui faire juste plonger dans le prochain contexte, il se retrouve dans sa cuisine, sa femme commence à s'énerver, comment il peut réagir autrement et faire. Et ce qui nous permet aussi de lever du coup un peu les boucliers des craintes. Parce qu'en faisant ça, les personnes vont, on va leur demander aussi de dire ben, qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles seraient vos craintes, et donc on va pouvoir vraiment préparer le fait de pouvoir traverser ça. Et donc oui, il y a des étapes. Ok. C'est des tâches que vous co-créez avec la personne ou c'est plutôt vous qui avez l'idée et ensuite elle peut adapter en effet, comme tu dis, dans un contexte, dans une intensité, voilà.
mais à la base, c'est quand même vous qui savez un petit peu où on va, quoi. Alors, c'est très variable. C'est très variable. En fait, si on fait très bien notre travail, pendant la séance, on va leur montrer comment leur tentative de régulation ne fonctionne pas, etc. Tant et si bien, j'ai envie de dire, qu'à un moment donné, la personne, elle va dire oui, mais quoi, ça veut dire que je ne devrais plus le rassurer alors? Ou ça veut dire Mm. Et donc là, on a un peu la porte ouverte, le tapis rouge qui est déroulé. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, malheureusement, ce serait super. Bon, on n'y arrive pas toujours autant, mais on amène en tout cas suffisamment les choses, normalement, pour que la personne soit mûre, j'ai envie de dire, pour recevoir. Et ça, bon, on va utiliser des recadrages, des métaphores, etc., qui fait qu'à un moment donné, elle est prête à recevoir cette carte-là et à se dire, OK, ben, c'est vrai que ce serait intéressant de la jouer, en fait. Et donc, c'est vrai que voilà, la, la co-création, c'est sûr, elle est là sur les manières de faire, mais sur la tâche en elle-même, c'est quand même souvent, le mouvement, souvent, ben, c'est nous qui l'avons, puisque c'est dans notre stratégie qu'on cherche à comprendre leur mouvement pour pouvoir proposer l'inverse. Donc, on est dans cette intention-là, on ne peut pas se le cacher, mais on va essayer d'amener une co-création, une, une acceptation d'abord du mouvement, j'ai envie de dire, pour co-créer le plus possible. En fait, j'ai envie de dire le plus possible, on co-crée, mieux c'est, puisqu'évidemment, pour la personne, c'est plus facile de faire quelque chose qui est amené par elle. Mais voilà, il y a une complémentarité. Vraiment, c'est une qualité émergente de notre interaction, justement. Tu parlais du bouclier des craintes, est-ce que ça pourrait rejoindre les résistances au changement? Oui. Ouais. Tout à fait, oui. Oui, et parfois, bon, on sent bien que les résistances sont tellement là qu'on va devoir se poser cette question dont tu parlais tout à l'heure, de quels sont finalement les inconvénients du changement et les conforts de la situation actuelle. Et donc, et à un moment, ça, on va quand même aussi travailler avec certains patients, pas tous, mais quand on sent que la résistance est telle que ben, on va pas pouvoir y aller, quoi, et que enfin, j'ai envie de dire, on le sent surtout quand on sent que c'est nous qui avons plus envie du changement qu'eux. Oui. Et à ce moment-là, évidemment, on se dit, oh, je me mets en arrière sur mon siège et je vais maintenant freiner ce changement. Je vais évoquer le fait que peut-être effectivement, il y a des avantages à rester dans la situation actuelle. Et puis, je vais voir comment la personne réagit, voir quels avantages elle trouve. Et parfois même, on va rester là, j'ai envie de dire, hein, en se disant, ben, finalement, il vaut mieux que ça ne change pas. Si je comprends bien, j'avais pas saisi des risques de peur, etc. Donc, cette question des risques du changement ou des inconvénients du changement, on la pose, mais pas de manière systématique. C'est vraiment quand on sent plutôt de la résistance. Ouais. Alors, Parce elle que pourrait être posée de manière systématique, hein. Elle est pas mauvaise en soi. oui, par exemple, quelqu'un qui ferait pas les tâches Oui, proposées. exactement. euh, C'est exactement ça. Oui, ouais. exactement. Oui, là, on se dit, bah, voilà, il fait pas les choses, il accepte de les faire au moment même, et puis après, c'est jamais fait, j'ai pas eu le temps. Alors, effectivement, on va se demander si c'est pas plus difficile de changer que de rester comme ça. C'est souvent plus difficile de changer que de. Oui, 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 c'est ça. Mais le prix à payer parfois, oui, c'est ça. En fait, c'est plutôt, oui, je me suis mal exprimée. C'est tout à fait vrai. C'est toujours plus difficile de changer, on pourrait dire. Mais, mais oui, c'est ça. Le prix à payer est peut-être plus lourd à certains moments de changer que de ne pas changer. C'est vrai que c'est toujours plus difficile. Ok. Ok. Donc, de ce que je comprends, vous travaillez comment je l'analyse, je me dis, bah, vous avez un gros travail mental. Et bah, tu m'en parlais un petit peu avec les mind maps, euh, Oui, de faire un espèce d'insight en fait à la personne, de lui faire comprendre dans quel schéma elle est, oui, oui, et qu'elle déjà, bah, elle puisse prendre un espèce de recul là-dessus et voir elle-même ses possibilités de bouger là-dedans. Vous travaillez pas mal avec l'action, le corporel, ouais. pour mettre en action le changement, etc. Oui, oui, Et niveau émotionnel, vous bossez les émotions en séance, vous avez des. oui, Ouais. oui, ouais, on les travaille. Et de nouveau, c'est quelque chose, moi, quand j'ai appris le modèle, là où je me rappelle d'une journée de formation où quelqu'un pose une question en disant qu'est-ce qu'elle ressent ou les émotions. Et où le formateur dit on s'en fout des émotions ici, vous n'avez pas compris ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, chez Virage, c'est pas le cas. Je sais pas, je vais pas dire partout, mais en tout cas, le modèle d'origine, c'était pas, les émotions n'étaient pas prises en compte. C'était vraiment le concret, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais nous, oui, les émotions. Alors, les émotions, on travaille de différentes manières. Donc déjà, ça dépend un peu si l'émotion est le problème. Donc, les gens consultent évidemment parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont leur colère, qu'ils n'arrivent parviennent pas à gérer, etc. Ou bien si l'émotion est un des moteurs des réactions. Par exemple, je prends l'exemple du harcèlement. Le problème, c'est le harcèlement. Mais
le fait que j'ai peur fait que j'arrive pas à réagir d'une manière qui va me faire respecter, en fait. Et plus j'ai peur, plus je me cache, je prends pour, enfin, que ce soit un enfant ou un adulte, hein, au boulot, bah, je vais pas à la machine à café, l'enfant à la récréation, il se met dans un coin, il va se cacher à la toilette, etc. Plus je me cache, plus je fais le jeu du harceleur qui prend du pouvoir, etc. Et donc là, on va travailler, évidemment, on va d'abord mettre en lumière cette peur pour nous, surtout, pas spécialement pour la personne, mais pour nous, parce qu'on va réaliser que cette peur, évidemment, est le frein à notre changement à 180 degrés, qui serait de se positionner autrement, de réagir autrement aux agressions, si on peut dire, du harceleur. Et donc, on va essayer d'aller voir comment on peut aller réveiller de la colère, parce que la colère va être au service de notre 180 degrés. Et donc, pour nous, c'est vraiment ça qui va être important, c'est de se dire, ben, quelle émotion va pouvoir porter le 180 degrés et aider. Et donc, dans certains cas, ben voilà, ici, je montre comment la peur peut bloquer et la colère va être aidante. Dans d'autres cas, ça va être, on va amener la personne à un deuil, par exemple, quelqu'un qui est en lutte contre les valeurs de son entreprise, qui est pas d'accord, etc. À un moment donné, on va devoir travailler sur la tristesse et se dire, ben, en fait, je ne les changerai jamais. Parce que tant que je m'épuise à vouloir les changer, ben, c'est comme ça que je me retrouve en burn-out ou que je me retrouve déjà avec des personnes, enfin, on me remet en question, etc. Donc, en fait, soit je quitte, soit je fais un deuil de ces valeurs-là parce que j'aime bien mon boulot, j'aime bien mes collègues, j'ai envie quand même de rester. C'est un peu un choix, ça, voilà, ça, la personne évidemment qui le fait, mais nous, on va essayer d'aller chercher les émotions qui peuvent aider la personne dans un mouvement. En fait, quelque part, les émotions, ce sont, on le sait, des informations que notre corps nous donne et qui vont normalement nous aider à justement réguler. Mais à un certain moment, si une émotion, euh, j'ai envie de dire, qui n'est pas suffisamment adaptative, vient, comme la peur dans le harcèlement, ben, elle vient et en fait, elle ne m'aide pas du tout à réguler. Au contraire, elle me maintient dans mon problème. Et donc, ça va être intéressant de voir comment on peut aider la personne avec éventuellement une autre émotion plus adaptative et qui souvent est là en plus. Hein. Souvent, cette émotion-là, elle est derrière. La colère, elle est là dans le harcèlement. Très souvent, quand on parle aux gamins ou aux adultes, évidemment, ils détestent cette personne, mais seulement ce sont des gentils, donc on ne peut pas détester, donc je dois être gentil avec tout le monde, etc. Et donc, on va les aider à utiliser leur colère, à réveiller la colère quelque part, déjà en montrant l'utilité de la colère. Hein, donc, c'est déjà très intéressant comme question. Souvent, quand on demande à quelqu'un qui se fait harceler à quoi sert la colère, il ne sait pas du tout, parce que ce sont des personnes pour qui la colère est un peu éteinte, un peu, voilà. Et donc, on va travailler sur l'utilité de la colère qui est de se faire respecter, donc de dire, ben voilà, donc elle est bien, elle est gentille, la colère, en fait, c'est pas une mauvaise émotion, elle vient aussi pour nous aider, ce qui n'est pas toujours évident dans l'esprit de tout le monde. Je trouve que vous avez un modèle hyper inclusif, en fait, de plein de thérapies différentes. Quoi. Là, je retrouve un peu les émotions raquettes de l'analyse transactionnelle, des choses comme ça, c'est hyper intéressant. Et vous, plutôt que d'endormir une émotion, du coup, vous travaillez à réveiller une autre. Oui, C'est-à-dire que c'est oui, pas on va enlever la peur non, oui, euh, c'est ça, et fais comme tu peux, mais vraiment sur attends, ok, t'as peur, mais tu peux aussi être en colère. c'est ça, Et la colère qui permet de mettre des limites de machin, c'est ça. réveiller le tigre, quoi. Oui, oui, se réveiller le tigre. Et en même temps, oui, on va quand même essayer d'aider la personne à ce que la Mm. peur diminue pour que le tigre soit plus grand que la peur à un moment donné, puisque Mhm. c'est vraiment, pour l'instant, la peur est plus grande et donc voilà, et donc on va vraiment jouer avec ça, oui, tout à fait. Et en fait, voilà, c'est ça, les émotions, en fait, elles sont vraiment d'ailleurs dans le logo, nous, on a mis le mot émotion, parce que pour nous, c'est vraiment au cœur de notre pratique. Et elles étaient un peu les oubliées, on trouve, surtout par rapport à l'importance qu'elles ont dans la vie des êtres humains, quand même. Elles étaient un peu les oubliées du modèle de Palo Alto. Et je pense que si je devais moins émettre une critique, alors que voilà, j'en suis tombée folle amoureuse quand je l'ai rencontré, donc j'ai pas. Mais c'est cette absence des émotions, et donc c'était vraiment important pour nous de les remettre dans la boucle. Et effectivement, voilà, dans notre mapping, donc on a vraiment, c'est un schéma bien défini. Il y a vraiment une partie, une boucle pour les pensées, une boucle pour les émotions, puis une boucle pour tout ce qui est interaction avec l'extérieur, etc. Enfin bon, c'est assez complet pour qu'on n'oublie pas de prendre en compte toutes ces parties de l'être humain, en fait. Est-ce que vous avez quand vous travaillez bah, par exemple sur les émotions, des choses comme ça, vous avez des protocoles, tu sais, comme on pourrait apprendre nous en hypnose, des protocoles très définis de changement de comportement, enfin voilà, des protocoles très définis, ou c'est pas du tout comme ça et vous êtes plus sur du questionnement, des prises de conscience, des reformulations, des métaphores, des choses comme ça? On n'a pas de protocole. Ok. On a plus, effectivement, en fait,
Oui, on a un protocole qui est le modèle qui nous guide. Mm. Donc, on a quand même un protocole, mais qui est pour tout, que ce soit émotion, que ce soit pensée, c'est vraiment toujours, on va chercher ces boucles. Et que ce soit avec tout. Donc, on pourrait dire, on a une espèce de méta-protocole Ouais. qui est, je vais chercher la boucle, je trouve la boucle, et donc je cherche le message pour faire un 180 degrés sur ce message, pour le concrétiser en tâche que je propose à la personne. Donc ça, c'est notre fil conducteur, mais on ne peut pas parler d'un protocole comme en hypnose pour moi, parce qu'il doit tout le temps se réajuster, évidemment, à la personne en face de nous. C'est ce qui fait que ce modèle, comme je disais, est très simple, parce que je viens de donner le protocole là même pas une minute, à mon avis. Mais après, pour le pratiquer, effectivement, ben, on travaille le questionnement et les gens qu'on forme, c'est plusieurs journées pour travailler le questionnement, pour avoir ce questionnement-là, parce que, en plus, bon, souvent, quand on se forme, on est un peu déjà déformé par d'autres approches. Donc, moi, je suis psy, comme psy, ben, on a appris plus à questionner le passé, à questionner, voilà. Donc, on doit réapprendre un questionnement Palo Alto. Même la relation, en fait, Palo Alto, elle est particulière. Il y a une stratégie dans la relation, dans la manière de justement se remettre au fond de son siège quand on sent que le patient freiner, enfin, voilà, et avoir ce regard toujours sur notre interaction avec notre patient et se rendre compte que si on a un patient résistant, pour nous, c'est pas le patient qui est résistant, c'est comment nous, on est en train de créer, de maintenir la résistance. Puisqu'on a ce regard interactionnel, on doit l'avoir sur tout, en fait. D'ailleurs, enfin, je dis toujours, on sort pas indemne des formations chez nous, puisque on peut toujours se poser après la première journée, dès qu'on a compris ce modèle, pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, comment je suis en train de le nourrir d'une certaine manière. Ok, bah, je te propose qu'on passe du coup à la partie, je ne sais plus combien, 3 je crois que j'avais mis. Et est-ce que vous avez, vous, alors, un cadre défini temporellement? Tu m'as dit oui et non, c'est-à-dire Oui, sur plusieurs séances, mais bah, ce sera suivant le problème en fait, donc oui. adaptatif. Est-ce que vous avez On des... a, Allez. on a quand même un cadre défini, oui, oui, oui. Donc, d'abord, on va toujours, on va responsabiliser la personne dès le départ. Et donc, Mhm. dans notre cadre, ce qui est très important quand on a la première séance, c'est de bien positionner les tâches comme cruciales, comme vraiment de toute importance. Et donc, à cette question justement de la durée des séances, voilà, moi tout à l'heure je t'ai répondu, j'ai fait ma moyenne, machin, enfin j'ai fait ça il y a longtemps, mais voilà. Au patient qui me pose la question, qui me dit, bah, vous parlez de thérapie brève, ça veut dire quoi brève? Je réponds, ça dépend de comment vous faites vos tâches. C'est la durée, parce que souvent les gens disent ça va durer combien de séances, etc. Et je dis ça va dépendre de comment vous faites les choses que je vais vous proposer. Alors, le mot tâche, je suis en train de l'utiliser comme si j'en parlais avec le patient, alors que c'est un mot que j'utilise jamais. Je déteste ce mot, que je trouve déjà contraignant et pas, enfin, ça fait penser aux devoirs ou aux tâches ménagères. Mais en fait, effectivement, je vais dire, voilà, ça va dépendre de comment vous faites les choses que je vous propose en fin de séance. Je vous propose des expériences, etc. Et donc, dans notre cadre, ça, pour moi, c'est le plus important. S'il fallait garder une seule chose dans le cadre, c'est de dire que je vais vous proposer quelque chose en fin de séance qui sera capital parce que pour nous, le changement, il ne vient pas juste de parler ensemble, mais par les choses que vous allez faire, parce que le problème, il n'est pas ici entre vous et moi, ou en tout cas pas encore. Je dis souvent ça un peu en riant, mais il est dans votre vraie vie. Et donc pour nous, c'est en agissant autrement dans votre vie que vous allez pouvoir faire bouger des choses. Et donc ça, c'est systématique, mais donc ça veut dire que systématiquement, on donne une tâche. Et c'est comment vous créez cet accord pour être sûr que la personne va. Alors j'imagine que des fois la personne va pas le faire le truc et ça donne une info et c'est intéressant et voilà. Mais est-ce que vous arrivez, est-ce que vous travaillez sur le fait d'augmenter ce suivi des tâches? Est-ce que vous avez des... Alors, ce qui est important, oui, donc ça, c'est d'abord déjà le fait de le mettre d'emblée, puis évidemment de donner une tâche. Ça, je le dis toujours quand je forme des gens, c'est si vous dites ça au début, il faut donner des tâches, parce que sinon, la personne, elle va se dire, bon, ben, tout le changement est sur les tâches, et puis on m'a rien donné, quoi. Mm. Donc, ça ne va pas. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est d'en donner, même si c'est simplement une tâche d'observation, si c'est pas grave. C'est de mettre la personne au travail, qu'elle Mhm. voit que c'est important. Et alors, pour effectivement renforcer cette importance-là, c'est la première chose dont on parle en début d'entretien à la fois suivante. Ok. C'est comment ça s'est passé avec ce que je vous ai demandé de faire. Je vous avais demandé d'observer, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez observé? Est-ce que vous avez bien noté comme je vous ai demandé de noter? Et donc, on va être un peu professoral, j'ai presque envie de dire, à ce moment-là, puisqu'on va être dans ce truc, est-ce que le devoir a été bien fait, quoi, quelque part? C'est jamais dit comme ça, bien évidemment, mais l'idée est là. Et donc,
oui, c'est très important si on veut maintenir, je vais exagérer en disant cette pression sur les tâches, on ne veut pas mettre la pression aux gens, mais c'est important de revenir dessus en premier lieu, d'y être très attentif. Si on a demandé à la personne d'observer et de noter tout ce qu'il y a, si après on demande rien, la fois prochaine, elle ne fera pas sa tâche. Enfin, et c'est assez normal. Donc, c'est pour nous très important, effectivement, de garder ces tâches au cœur. Et j'ai envie de dire presque, moi, à part ma première séance, les séances suivantes, c'est comment s'est passée la tâche, puis on en déroule un peu, et puis après, on redonne la suivante. On réajuste, on élargit, on ajoute une tâche. Si la première a bien fonctionné, on va en ajouter une pour élargir, aller plus encore vers le déblocage du problème. Et donc, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, Giorgio Nardone, puisqu'on le citait tout à l'heure, qui est quand même un ponte de la thérapie brève stratégique, même si voilà, il y a des choses où je ne rejoins pas à 100%, mais enfin, en gros, quand même, c'est vraiment quelqu'un qui travaille très très bien. Il a des rendez-vous très courts parce qu'en fait, lui, il demande, j'ai été le voir travailler, il demande la tâche, voilà, est-ce que vous avez bien fait ce que je vous ai demandé? La personne répond et hop, il réajuste et c'est à peu près ça. Et donc, ce rendez-vous, c'est un quart d'heure. En fait, en moyenne, il prend 4 personnes par heure et il enchaîne. Certaines, si c'est un premier rendez-vous, il va plutôt durer 25 minutes, mais il y en a d'autres où ça va être 5 minutes, quoi, le rendez-vous. Donc, parce que vraiment, c'est la tâche commence à évoluer et puis il repart. Il ne part pas dans du blabla, des trucs comme ça, quoi. Ok. Donc, en termes de temps de séance, ça peut être aussi, on peut être sur des séances de 30 minutes, sans souci. Exact. Oui, oui, oui. On peut être. Alors, on peut. C'est rare, hein. Il est une exception. Donc, moi, c'est 45 minutes. Ok. Euh, En général, les gens que je connais qui m'entourent, qui travaillent en thérapie brève, souvent, quand ils commencent, ils font 1 heure. Ils se donnent 1 heure. Parfois 1 heure quart pour ceux qui disent oui, moi, je préfère un peu plus. Voilà. Et avec l'expérience, il y en a qui restent à 1 heure, il y en a qui passent à 45 minutes. Je ne connais personne, à part Giorgio, qui programme ces séances vraiment toutes les 30 minutes. Donc, mais ceci dit, moi, ça m'arrive effectivement, après 20-25 minutes, j'ai compris le mouvement, je vois où je vais aller. Mais souvent, voilà, comme mes séances sont annoncées à 45 minutes, je vais continuer à questionner, valider des trucs, faire déjà bouger en séance, etc., pour proposer ma tâche et rester dans mes 40-45 minutes, quoi. Mais et alors, si vraiment, voilà, c'est très court parce que c'est une séance où ça se termine, la personne est revenue, voilà, là, je vais abréger, je ne vais pas non plus faire durer pour faire durer, mais c'est vrai que en général, dans 45 minutes, ça tient bien. Et 1 heure au départ, enfin moi aussi, moi j'ai commencé avec 1 heure parce que c'était 45 minutes, c'était un peu court. Après, avec l'expérience, ça va plus vite pour faire bouger les gens, etc. Et on est plus direct. Donc voilà, ça dépend un peu. Ça dépend de chacun, ça, je pense. Il faut pas. Mais dans le cadre, oui, si on doit dire la durée, ça dépend de chacun. Mais je dirais, moi, je déconseille de faire 1 heure et demie parce qu'alors, on va trop être avec. Nous, on est sur le concret, on va le chercher. Et sinon, on va avoir plus de blabla parce qu'on va laisser la personne partir dans des trucs, on va se dire, j'ai le temps. Et en fait, le thérapeute risque d'être plus noyé finalement et moins impactant et moins incisif, je pense, dans le mouvement qu'on veut donner en thérapie brève. Donc, on est plutôt sur des séances d'1 heure. Je dirais, en moyenne, à mon avis, la plupart des thérapeutes font 1 heure. Oui, c'était un conseil qu'on Maximum. donnait, nous, aux hypnos, qui se laissaient un peu embarquer Oui, par le contenu. Des oui, contenus qui peuvent être très importants et très intéressants pour la personne, hein, tout à d'ailleurs, fait. qui se laissaient embarquer, de dire, bah, plutôt que de vraiment, faites 45 minutes de séance, forcez-vous à faire ça. Ça va pas être Oui, agréable au début, mais au moins, vous allez apprendre bah, à au 180 degrés, en fait. oui, oui, C'est-à-dire, vous veniez une exactement. heure et demie, maintenant on passe à 45, après vous allez peut-être mettre 1 heure parce que C'est vous ça, voulez, en c'est fait. ça, Mais se forcer à limiter, ça peut être, notamment quand on c'est débute, ça. on a tendance à vraiment pas oser couper les gens. Oui, ben oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ça nous noie souvent d'infos qui vont Ah, ben, complexifier les choses, complètement. en fait. Mais bon, c'est pas toujours évident. Non, mais ça s'apprend. Oui, Euh, ça s'apprend. Oui, tout à fait. ok, dans le cadre, est-ce que tu vois autre chose qui est important pour vous? Oui, dans notre cadre, on parle aussi du présent, quand même, parce que comme c'est pas évident dans la tête de quelqu'un qui vient consulter, alors en coaching, ça va, mais chez une psy, etc. Donc, on va quand même souvent parler du fait qu'on travaille plutôt sur le présent, ça vous empêche pas de parler du passé, mais nous, mes questions, vous allez le voir, sont plus axées sur le présent. Alors, bien évidemment, quand on travaille avec les traumas, c'est un peu moins vrai,
puisque bah, le trauma, en général, quand même, ça fait partie du passé, bon, proche ou plus lointain, mais c'est quand même dans le passé. Et donc, mais ça n'empêche qu'on va quand même dans le trauma, se focaliser sur c'est quoi aujourd'hui le problème. C'est que j'ai des flashs, c'est que voilà, quand je peux plus reprendre le volant parce que j'ai fait ces accidents de voiture et que voilà. Et donc, on va travailler comme à partir du problème d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on va toujours, on va souvent parler du présent quand on pose le cadre. Maintenant, moi, souvent, je le nuance en disant, mais ça vous empêche pas de parler. Parce que j'ai eu, au début, je disais, voilà, c'est une approche qui est centrée sur le présent, etc. Et là, j'avais des gens qui me disaient, je peux quand même vous dire quelque chose de... Et donc là, voilà, je me suis rendu compte qu'il fallait un peu assouplir le cadre et dire, voilà, vous me dites, vous m'expliquez, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les liens que les gens font, forcément, ça fait partie de leur vision du monde, de leur manière de voir les choses et on va pouvoir les utiliser aussi après pour faire bouger. Donc, c'est intéressant de les avoir. Il ne faut pas s'en priver. Est-ce qu'il y a des références, on reviendra sur les ressources, mais des choses à lire sur le cadre en systémie ou dans l'école de Palo Alto qui te paraisseraient intéressantes? À lire. Ouais, des écrits, Oui, oui, c'est parce que je n'ai pas articles. compris, c'est à lire ou à dire. Oui, à lire. Euh, je pense que, oui, mais, enfin, en fait, moi, je suis en train de réfléchir parce que je sais pas, je vois, George Nardone, il y a pas mal de fois où il raconte des séances, mais en fait, il remet pas chaque fois le cadre ou il ne parle pas forcément de ce cadre. Je pense que dans le livre, c'est tactique de la thérapie brève ou un truc comme ça. Je pense qu'il parle du cadre. C'est un vieux livre avec Vaslavic, ou deux Vaslavic, mais je suis pas sûre qu'il y ait Nardone, Vaslavic et Nardone. Euh, non, vraiment sur le cadre en lui-même, je ne sais pas. Il y a peu hein, en Ouais, thérapie brève. ça n'a pas Pas été peut-être très. C'est peut-être pas un truc qui a été exploré à non, fond. ça n'a pas été spécialement. Oui, c'est ça, je pense que ça n'a pas spécialement été beaucoup présenté. Je suis en train de réfléchir, mais non, je j'ai pas comme ça quelque chose qui me vient en tout cas. Ok. Pour continuer sur le cadre, la posture, tu parlais que vous aviez une posture particulière dans l'accompagnement. Alors, bah, forcément, ma première question, c'est quand tu sais, tu donnes un espèce de devoir, j'exagère le trait. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir la posture d'enfant soumis et de parent normatif, quoi, ou de, Oui, oui, tout à fait. Oui. tu vois, et des gens complaisants, quoi, qui pourraient devenir complaisants. Alors, le risque sûrement, j'ai envie de dire le risque sûrement. Donc, c'est vrai que c'est important. En fait, c'est important, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que ce qui est difficile, c'est qu'à la fois nous, on doit quelque part, sinon notre approche va pas, enfin notre aide va pas fonctionner, notre accompagnement repose là-dessus. On doit être exigeant par rapport à ça. Et en même temps, bien évidemment, bah, on doit essayer de trouver le plus de compléance possible chez la personne en face pour que elle le fasse un peu comme le médecin qui donne un médicament, quoi, et qui veut que ce médicament soit pris, parce que sinon, ça va être ennuyeux, la personne va pas être soignée. Donc, pour nous, il y a effectivement cette importance-là, et donc je pense que c'est intéressant à soulever ce risque-là, et je crois que justement, en fait, pour nous, voilà, on voit très fort les choses comme position haute, position basse. C'est vrai que ça nous mettrait en position haute par rapport à la personne. Et donc, pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on joue beaucoup, justement, c'est la partie de notre posture, de beaucoup jouer sur la position basse aussi. On parle souvent d'une posture d'anthropologue. Quand on questionne la personne, on va vraiment lui renvoyer que le spécialiste de son problème, c'est elle. Mais que nous, enfin, parfois, je dis, on est le GPS, quoi. C'est vous qui savez où vous voulez aller, c'est vous qui conduisez la voiture, en fait. Mais nous, on va être un GPS, mais il va falloir donner les bonnes infos dont le GPS a besoin si on veut aller où vous le souhaitez. Et donc, on va jouer beaucoup de ce changement de position. Et donc, c'est vrai que dans le moment où on propose la tâche, on parle même nous de vendre la tâche, on va être plutôt en position haute, mais tout en étant en position basse sur les modalités, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui va permettre que la personne garde à tout moment, pour moi, la sensation qu'on est vraiment des partenaires. Et Ok. pas que justement il y a un maître et un élève ou voilà cette espèce où le parent est l'enfant. Et donc ce qui est important c'est de constamment ramener de la symétrie dans ce jeu-là pour pas rigidifier les choses dans une complémentarité qui alors effectivement et puis rendrait aussi les gens dépendants. Donc ça c'est très important aussi, c'est que dans le fait de faire les choses, donc, quand les gens ont fait les tâches, on va les féliciter,
Et quand les gens disent merci, vous m'avez tellement aidé, etc., toujours leur renvoyer à eux la responsabilité du changement, puisque on leur met la responsabilité du problème. J'ai envie de dire, ce serait un peu vache de prendre nous la responsabilité de la résolution du problème. Et donc, on va toujours renvoyer. En fait, c'est grâce à vous. Honnêtement, moi, j'ai déjà proposé à d'autres personnes de le faire. Ils n'ont pas fait si bien que vous. Et vous, c'est parce que vous l'avez tellement bien fait que les choses bougent de cette manière-là, etc. Donc, on va vraiment leur renvoyer la responsabilité et les félicitations, j'ai envie de dire les lauriers du succès. C'est très important pour nous parce que d'autant plus qu'après, dans notre partie consolidation, parce qu'en fait, après que les choses soient débloquées, on va consolider, parce que parfois c'est débloqué en 1 ou 2 séances, mais donc pour consolider, on va poser cette question-là de comment vous pourriez faire, vous, aujourd'hui, pour revenir au problème. Les gens nous regardent et disent, mais c'est pas ça que je veux. Ils sont un peu affolés. On dit, non, non, mais je vous dis pas de le faire. Je voudrais juste que vous réfléchissiez à comment vous pouvez faire vous. Pour que la personne ne puisse pas se dire, ah, mais quand sera de nouveau l'automne, ça va pas aller. Non, non. Vous, qu'est-ce que vous devriez faire de différent? Parce que l'idée est vraiment de garder. Et donc, on va les valoriser sur ces changements-là. Et donc, je pense que là, peut-être qu'on aurait quelque chose du prof, mais alors plus des sociétés anglo-saxonnes où les profs sont tout le temps à valoriser les élèves, etc. Si on devait faire une référence à une relation prof-élève, j'aurais envie un peu d'aller là-dedans, mais pas tellement comme chez nous où le prof, voilà, il tape sur les doigts, il souligne tout le temps ce qui est négatif, etc. Nous, on va plutôt avoir tendance à faire exactement l'inverse. Et puis surtout, à vraiment renvoyer leurs compétences aussi en matière de savoir au niveau du problème. Nous, on est en position très, très basse sur le problème, l'objectif, c'est eux qui le définissent, etc. Donc, je pense que ça équilibre. Mais je pense que le risque, il existe tout à fait. Je vais être un peu challengeante, si Oui, c'est OK. oui, oui, c'est bien. Parce que on dit au début que l'objectif, on les aide à trouver le bon objectif, enfin un objectif congruent en tout cas. Oui, Que nous aussi, on a, en tout cas, vous avez une stratégie de base, que oui, on sait qu'on part sur un 180. Donc là, on pourrait postuler que c'est aussi une position haute bah, c'est moi qui, tu me disais, on est GPS, mais vous savez aussi où vous allez quand même. On n'est pas un GPS où vous allez rentrer toutes les données et vous allez où vous voulez. On sait qu'il y a un, si c'est pour retourner au même endroit et faire un demi-tour et dire ah bah tiens, on va recommencer exactement la même boucle, ça n'a pas de sens quoi. oui, 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 oui. Donc vous avez aussi ce truc-là quand même de oui. Moi, ce que j'aime bien ton Alors, idée on joue sur les positions, oui, mais on sait quand même où on va quoi. tout à fait, tout à fait. On dit toujours, nous, on parle d'empathie stratégique. Ok. On dit toujours, on est avec la personne et en même temps, on a un pas devant. Donc, effectivement, oui, je pense que, en plus, les gens, enfin, pour moi, quand ils viennent consulter, ils veulent quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait et qui sait un peu où ça va les mener. Enfin, juste quelque part, voilà. C'est d'ailleurs plus facile quand on a, comme moi, 20 ans d'expérience, les patients, j'ai envie de dire, j'ai une liste d'attente, alors que quand on démarre, ben, c'est pas le cas parce que très vite, on peut paraître un peu moins sur de soi, etc. Et pour les patients, c'est important d'avoir quelqu'un. Et donc, nous, ça, dans la posture, on dit toujours, ben voilà, on doit quand même avoir une posture assez assurée, mais effectivement, cette définition d'objectif est capitale parce que justement, on se positionne, nous, dans le non-vouloir. Donc, on ne veut pas pour eux. Donc, ça veut dire que si la personne, et c'est important comme nuance, parce que tu dis, voilà, ils viennent et ils veulent que ça continue finalement à faire la même chose. Ils nous demandent même, comme le perfectionniste, de continuer à faire toute la même chose. Et nous, on va vraiment se positionner, et c'est là on va leur dire, et c'est une des stratégies qu'on utilise, c'est de souvent, on va revenir avec, mais ce que vous voulez, c'est plutôt que ça continue comme avant, faire la même chose avec les mêmes résultats que vous connaissez. Et donc, c'est plus facile à court terme parce que c'est parfois plus facile de continuer à essayer de tout contrôler pour un perfectionniste que de lâcher du contrôle ou à quelqu'un qui a peur de continuer à éviter de se confronter à sa peur. Sauf que vous savez qu'en évitant, ben, vous savez où vous allez. Donc, c'est plus confortable à court terme, mais vous savez qu'en évitant, ben, vous maintenez la peur présente, etc. Et que peut-être jamais vous pourrez reprendre le train, mais finalement, c'est peut-être pas si grave pour vous de ne pas pouvoir le reprendre. Ou bien est-ce que vous préférez qu'ensemble on travaille sur comment vous pouvez affronter, etc. Ça va être vraiment plus difficile au début. Avec pour résultat, on peut l'espérer que vous puissiez du coup reprendre un jour le train. Mais c'est à vous de voir. Et ça, dans notre posture, c'est très important. C'est fondamentalement, on s'en fiche. Et parfois, on doit se le répéter. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien quand même que les choses bougent, etc. Donc, j'ai quelqu'un en face de moi, je vois, parce que c'est vrai qu'avec l'expérience, je vois assez vite parfois comment je peux le faire bouger.
mais je dois vraiment je me dis à l'intérieur, tu t'en fous en fait, tu dois t'en foutre. Et nous, dans notre posture, ça paraît un peu dingue, peut-être d'un thérapeute de dire ça, mais on a vraiment fondamentalement ce truc de je m'en fous, c'est le patient qui choisit s'il veut ou pas aller vers le changement ou non. Enfin, s'il veut ou non aller vers le changement. Et donc, pour nous, c'est vraiment important, c'est que l'objectif, on va le challenger si voilà, il touche sur changer quelqu'un d'autre, sur quelque chose qui nous paraît pas OK. S'il touche sur le fait de continuer à faire plus de la même chose, ben on va le challenger. Mais en fait, on va pas non plus le contrer. Tout à l'heure, je suis peut-être pas entrée assez en finesse dans la manière. On va pas dire, ah mais non, on s'en prend pas. On va plutôt dire, ben, si c'est ça, si c'est pour continuer à faire plus de la même chose, alors vous faites mieux sans moi, en fait. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ce que vous faites déjà. Mais vous pouvez choisir de faire ça. Je peux comprendre tout à fait qu'aujourd'hui, ce soit trop difficile d'aller vers le changement. Parce qu'il y a un prix à payer pour le changement qui est plus un prix de court terme, avec peut-être du mieux-être à moyen long terme. Mais aujourd'hui, ce que vous faites est plus confortable, c'est plus facile d'éviter pour l'instant, et c'est peut-être trop difficile pour vous pour l'instant d'affronter. Et j'ai déjà eu des patients qui sont revenus, genre 3, 4 années plus tard, en disant, je sens que maintenant je suis plus prêt que quand je suis venue la première fois chez vous. Et j'en ai même eu qui m'ont dit, voilà, je vais vous voir parce que j'ai vu plusieurs psys et vous êtes la seule qui avait respecté le fait que j'étais pas prête. Parce qu'en fait, cette posture-là, en fait, elle est vraiment très responsabilisante pour le et très respectueuse en fait de la personne. Et pour nous, c'est capital parce que avec notre stratégie qu'on a, effectivement, notre modèle, on pourrait très vite être manipulateur en fait. Parce qu'on a de très bons outils de communication, voilà, c'est des choses qui s'apprennent tout ce qui est reformulation stratégique, qui va amener la personne. Et donc, on pourrait très vite devenir manipulateur. Donc, pour nous, on n'est pas des manipulateurs, on est des stratèges, parce que justement, on part de l'objectif de la personne et qu'on le respecte, même si, à un moment donné, il nous plaît moins. On peut dire, ben voilà, moi, je peux pas vous accompagner là-dedans parce que vous êtes en train de faire, pour moi, vous êtes en train de maintenir le problème qui est là aujourd'hui, mais je comprends que pour vous aujourd'hui, ce soit peut-être la seule chose que vous puissiez faire. Et donc, ça nous permet de pouvoir dire que, justement, le respect de cet objectif que effectivement on va quand même co-construire, quand la personne va me dire voilà je voudrais que mon mari participe plus aux tâches ménagères, j'en peux plus, je fais tout à la maison, etc. Je dis voilà j'ai pas la baguette magique pour changer votre mari, mais on peut voir comment en changeant vous de posture, peut-être ou pas, il pourrait changer. Mais ça veut peut-être dire que vous allez devoir laisser traîner ces caleçons dans la chambre pendant 1 mois et demi, quoi, avant qu'ils changent. C'est possible. Ça va peut-être être difficile. Et donc, on va pas vendre les choses comme, voilà, vous allez changer, ça va être, waouh, facile comme ça, puisqu'on va demander probablement à la personne un 180 degrés, et on sait que ça reste difficile de faire un 180 degrés, et même pour se l'appliquer à soi-même, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, évidemment, je sais bien que c'est pas si simple, quoi. Ouais. Je note que vous êtes aussi très honnête sur ce qui se passe, très explicatif sur ce qui se passe dans la séance, quoi. Peut y avoir Oui, ça, c'est plus difficile. Euh, oui, à court oui. terme, mais à long terme, il y a peut-être plus de bénéfices, tandis que le problème, là, bah oui, à court terme, c'est mieux, mais à long terme, c'est problématique. Exactement. Et c'est ça, c'est très important pour nous quand on propose cette alternative, c'est de vraiment pas vouloir à tout prix qu'ils prennent le changement et de vraiment essayer d'être neutre et de Difficile, effectivement être ça. transparent. Comment? Difficile, ça, hein. Difficile, très difficile. Ah oui, oui. Mais on travaille ça beaucoup. Enfin, en formation, nous, c'est des choses qui prennent vraiment du temps que les gens puissent. Parce que il y a le moindre mot, la moindre intonation qui va faire qu'on va avoir envie de vendre cette partie-là. Mais même si, parce que même moi, après des années, je me surprends tout à fait à être en train de vouloir vendre, alors on peut se rattraper en remettant l'autre en avant et en disant voilà, mais c'est vraiment vous qui avez le choix parce que voilà, et pour l'instant, il est peut-être trop tôt, etc. Et donc, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler souvent, je trouve, enfin en tout cas pour moi, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'en fichent vraiment plus, mais moi je m'en fiche pas en fait. Donc je dois vraiment souvent me rappeler le fait que c'est pas ma vie, c'est la leur, et s'ils veulent rester dans leur problème, c'est aussi leur droit en fait. Et donc ça pour nous c'est très très important comme position éthique, parce que ça permet d'être stratégique derrière. Important parce que c'est vrai qu'en tant qu'accompagnant, on a des tendances, alors, suivant les personnes, mais plus ou moins, et en hypnose d'autant plus, à tomber dans une espèce de toute-puissance. Et c'est Euh, ça, c'est et ça, de volonté pour l'autre et de sauveur, c'est ça, etc. exactement, exactement, c'est exactement ça qu'on veut éviter. Tout à fait. Ok. Tu parles, alors moi ça me fait penser aux notions psychanalytiques, pour le coup que j'aime bien, de transfert contre transfert. Je crois Ouais. que vous appelez ça la résonance.
Ou ça, c'est un lien avec, non, la raison du Non, trouble? on l'appelle pas, nous. Vous l'appelez pas. Ouais, ça, c'est pas des trucs qui. On travaille pas. Nous, pour nous, en fait, et c'est comme pour les patients, on travaille rien tant qu'il n'y a pas de problème. Ok. Donc, pour nous, on n'est pas attentif. Moi, je suis pas spécialement attentive à comment le patient est avec moi ou comment, voilà. Si j'ai une émotion qui me vient en séance, bah, elle est là, je vais la partager ou pas en fonction de stratégiquement, ce qui va être intéressant par rapport aux 180 degrés. Si ça me paraît utile, parce que, bah, par exemple, si je sens de la colère parce que le patient m'explique comment il est traité et que je sens que lui n'en a pas et qu'il se laisse faire et que ça me met en colère, je vais l'utiliser parce que la colère, là, elle va être intéressante pour aller chercher peut-être la sienne ou rejoindre la sienne ou la mini colère qui peut être peut-être là pour lui. Mais par contre, si effectivement mon émotion commence à me poser un problème ou le patient, j'en sais rien, moi, commence, bah, par exemple, je pense à ça aussi quand on parlait de cette posture parent-enfant, enfin qui peut devenir une dépendance en fait. Par exemple, ça c'est un problème pour moi. C'est un patient, par exemple, vient pour un problème on travaille, ça fonctionne mieux. Et du coup, il dit, oui, j'aurais bien aussi vous parler de telle autre chose dans ma vie, telle autre chose. Et que je sens que tout d'un coup, je vais être un peu... enfin, la thérapie va jamais s'arrêter parce qu'en fait, des difficultés dans la vie, on en a tous pas mal et régulièrement. Et que donc, le moindre truc s'accroche à moi, savoir comment gérer tel truc avec son enfant, savoir... Et donc, à ce moment-là, je vais vraiment freiner et je vais revaloriser et re-responsabiliser sur le fait qu'il est capable de gérer. Donc, je ne vais pas prendre, et ça c'est aussi une spécificité de notre modèle, on ne va pas prendre chaque difficulté de la vie pour un problème. Pour nous, un problème, c'est quand il y a eu des essais de le résoudre et que on a cette boucle qui est installée et sur laquelle on va travailler en fait. Mais si, par exemple, une maman que j'ai vue pour son fils et qu'on a résolu le problème vient me voir et me dit, voilà, ma fille, hier, est rentrée de l'école, et il s'est passé juste un événement, elle a encore rien essayé, elle me dit, j'ai pas réagi parce que je voulais vous voir. Je, là, ça me fait une alarme de me dire, oh là là, c'est comme si elle ne veut plus vivre sa vie sans moi, en fait. Elle ne veut pas être son rôle de maman, elle croit qu'elle a besoin de moi. Et donc, je vais dire, mais qu'est-ce que vous feriez, vous? Et je vais valoriser, je vais dire, vous voyez, vous n'avez pas besoin de moi, en fait, pour ça. Et je pense que vous devez essayer d'abord les choses, vous, parce que, et c'est ce que je dis souvent aux parents, je fais quelquefois des conférences aux parents, la première chose, c'est d'essayer soi-même, en fait, avec notre manière de réagir. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ben, on a des compétences, on a des cartes dans notre jeu quand même. Et donc, d'abord, jouons nos cartes, en fait. Si je reprends cette métaphore, je l'aime bien, de la PNL. Et donc, je vais dire aux parents, mais allez-y, quoi. Faites comme vous réagirez d'abord. Si ça fonctionne pas, que vous avez essayé, que ça ne fonctionne pas, et souvent, alors ils ont joué toutes leurs cartes, revenez. Mais d'abord, et parce que pour moi, c'est très important de renvoyer un message de confiance en eux, etc. Parce que sinon, je commence à faire partie d'un problème, d'une baisse d'estime de soi. Enfin, je veux dire, on sait bien que l'aide, c'est bien l'aide, parce que d'un côté, on envoie un message positif, mais en même temps, chaque fois qu'on aide quelqu'un, on lui envoie quand même qu'il n'a pas pu se débrouiller tout seul, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose à quoi on va être très attentif. Alors, ça rejoint un peu l'idée de transfert contre transfert, c'est de pas, surtout pas, devenir la référence en matière soit d'enfant, soit de relation avec les collègues, enfin, en fonction d'un peu de là où on est intervenu, quoi. Du coup, une question presque un peu plus précise. Comment vous gérez les cadeaux qu'on peut vous faire tu sais, en fin d'accompagnement? Il y a des fois des gens qui arrivent avec des cadeaux. Tu dis, mais pas Noël, quoi. Moi, ça m'a toujours un peu dérangé parce que je me disais, oh, j'ai fait mon travail, tu m'as payé, puis Oui, voilà. c'est ça. Fin du Ouais, game, ouais. quoi. Comment vous... Alors, alors, je trouve pas qu'il y en a tant. J'en ai déjà eu comme pas mal, mais voilà, je trouve pas que ce soit si régulier. Mais moi, en fait, non, moi je les prends. Je vais pas dire non, écoutez, mais je vais quand même bien. Enfin, oui, je vais dire, c'est super gentil, ça me touche, etc. Euh, ben en fait, le travail, c'est vous qui l'avez fait, quoi. Ça, je vais renvoyer. Je vais prendre le cadeau. D'abord parce que j'aime bien les cadeaux. Je rigole. Mais oui, bah, si, j'aime bien les cadeaux. Mais non, je vais prendre les cadeaux parce que je trouve que ça. Mais je vais renvoyer quand même le message vraiment que la responsabilité de la réussite, en fait, leur appartient à eux. Et souvent, ben, alors ils disent, mais non, quand même. Ouais. Je dis oui, mais je fais la même chose avec d'autres personnes avec qui ça fonctionne pas aussi bien. C'est parce que vous avez bien fait. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent c'est parce que vous avez voilà et donc je veux que eux sortent fiers en fait de leur réussite à eux aussi donc voilà donc le cadeau en fait en thérapie brève on ne se prend pas beaucoup la tête par rapport à beaucoup d'autres approches et à ce qu'on a appris en psycho enfin moi ce que j'ai appris en psycho c'est
on se prend pas beaucoup la tête pour parler de soi. Moi, je parle de mes enfants avec les patients, etc. Si c'est utile. C'est Mm. toujours la même chose. En fait, tout va être en fonction. Je vais pas parler de mes enfants comme ça pour le plaisir de parler de mes enfants et je vais pas avoir un échange perso avec mes patients. Mais si un patient me parle de, voilà, moi je vis ça comme ça, ou quelqu'un qui a l'âge de mon fils, je vais dire, ah ben, ça me fait penser à mon fils parce que il a aussi, et il a essayé de faire réagir comme vous. Et un peu comme vous, ça n'a pas tellement fonctionné. Après, il a essayé autre chose et ça va me permettre, par exemple, d'amener le 180 degrés de cette manière-là. Si je sens que ça peut aider, que pour la personne, ça peut parler plus qu'autrement. Et donc, ça m'arrive quand même régulièrement d'avoir une implication. Voilà, ici récemment, j'ai déménagé. Ben, j'ai des patients qui me parlaient de déménagement. Voilà, on n'a pas, voilà, on a, je vais dire, ah ben oui, moi aussi. Et quand ça peut être utile pour les aider à gérer une émotion de tristesse, je vais peut-être même en remettre une couche sur comment moi je l'ai vécu. Ça va pas être tout à fait ça, mais je vais dire, voilà, ah oui, mais je comprends tellement, c'est tellement, ça va aider à la relation. Si ça peut stratégiquement être utile, je vais m'impliquer vraiment personnellement et ça ne nous pose pas de problème. Et honnêtement, en fait, ça ne m'a jamais posé de problème de cette implication-là, quoi. Ouais. Oui, tant que c'est stratégique, en fait. Tant que c'est Voilà, voilà. réfléchi dans la stratégie, ça va, quoi. Voilà. Pour nous, il y a un peu, tout est permis tant que c'est stratégique et que ça va aider la personne et que ça peut Ouais, c'est l'amener à bouger, quoi. Alors, on arrive aux avantages et aux limites du modèle. Mhm. Euh, Bah déjà, les avantages pour toi de ce modèle, euh, quels sont-ils? Alors, bah, le premier qui me vient, c'est, enfin, en fait, il y en a deux qui me viennent en même temps, dans la tête. Donc, il y a le côté responsabilisant, Mhm. parce que ça remet vraiment la personne au cœur de sa vie, de ce qu'elle vit, et ça lui redonne du pouvoir. Et je trouve que ça, déjà, c'est un espoir thérapeutique qu'on insuffle à la personne au début, tout en, bon, et donc avec toujours cette attention à ne pas culpabiliser, parce que sinon, on perd tout bénéfice, bien évidemment. Et puis l'autre avantage, c'est que quand même très vite, la souffrance diminue. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup séduite, parce que quand j'ai fait mes études de psycho, je me rappelle, je m'étais dit jamais je serai thérapeute, parce que j'avais l'impression que les gens qui allaient en thérapie, ça bougeait pas, quoi, que ça prenait du temps, c'était des prises de tête. Enfin, j'ai vu des personnes proches qui en voulaient à leur mère, qui du coup, parce que voilà, avec tout le travail sur le passé. Et en fait, j'avais l'impression que ça aidait pas. Et là, ce modèle-là, vraiment, quand même, très vite, on voit que les gens souffrent moins. Et pour moi, bah, c'est un peu le cœur de mon métier, quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie, c'est accompagner les gens dans un mieux-être, quelque part. Donc voilà, ça, pour moi, c'est les deux premiers qui me viennent. Après, je le trouve fun, je trouve ça assez ludique pour le thérapeute. Hein. Je parle là, un avantage pour le thérapeute, c'est que c'est très plaisant en fait d'aller chercher 180 degrés, de réfléchir stratégiquement, comment je peux l'amener. Il y a un jeu de... Oui, enfin, le côté stratégique est un peu un challenge à chaque fois. C'est pour ça, tantôt, quand tu me dis une question un peu challengeante, quoi, moi, enfin, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, certaines personnes peuvent ne pas aimer, hein, mais voilà, c'est vraiment personnel. Et je trouve qu'il y a un côté fun vraiment dedans euh, dans des choses où voilà, on va faire. Mais comme je trouve que quand on lit des exemples d'Erickson, il y a des trucs fun quoi, qui propose. Mais le côté contre-pied, en fait, hein, du 180 a quelque chose d'assez amusant en soi, et puis amusant aussi dans le concret, dans la manière d'amener les gens, voilà, par exemple, des gens qui se disputent, un couple de leur proposer, voilà, la prochaine, ce sera pieds nus dans la salle de bain, et vous retrouverez, si vous commencez à vous disputer, hop, vous savez que vous déchaussez, vous allez dans la salle de bain, pieds nus, et vous continuez la dispute. Enfin voilà, il y a un côté un peu ludique, je trouve. Et du coup, dans tout ce côté créatif des tâches, où on retrouve un peu la patte d'Erickson, justement. Et en fait, c'est ça que moi j'aime bien. Je vais venir avec un autre avantage, c'est la structure du modèle. C'est qu'on a vraiment des étapes à tenir avec des outils concrets. On sait comment questionner, comment reformuler, quel recadrage. Je trouve que dans beaucoup d'approches, on va dire il faut recadrer le patient, mais après recadrer, ben, c'est bien de le dire, mais dans quel sens, nous, on sait dans quel sens on va le recadrer. On va le recadrer pour aller vers ce 180 degrés. Donc, on a une espèce de mât auquel se raccrocher. Ça, je trouve que c'est aussi très rassurant, structurant, même pour des gens qui commencent l'approche, commencent à pratiquer l'approche, pardon. Et en même temps, en plus de ça, il y a ce côté créatif des tâches où on peut se laisser voilà, partir un peu plus dans des idées peut-être parfois
loufoques du moment qu'elles sont à 180 degrés et qu'elles peuvent être évidemment acceptables pour le patient. C'est la carte qu'on leur donne et il faut qu'ils puissent Mm. accepter de prendre et de jouer, quoi. Je rebondis sur recadrer. Enfin, ouais, quel genre de recadrage vous faites? Est-ce que c'est des recadrages, moi j'aime bien les différencier par question pour que les gens trouvent leur propre recadrage ou d'autres manières de voir, mais par eux-mêmes en posant des questions, ou c'est plus vous qui allez amener le recadrage du genre, ben, tu sais, l'exemple typique qu'on entend, c'est ma fille a un caractère de cochon, oui, mais ta fille au moins elle ne se laissera pas marcher sur les pieds quand elle aura un boulot. Les Euh, deux. les Nous, deux. c'est vraiment les deux, vraiment les deux. Donc, il y a des recadrages comme celui-là, il y a des recadrages qui sont par des métaphores. En racontant la métaphore, on fait voir les choses autrement. Et puis, il y a des recadrages par des questions. Donc, typiquement, une question que j'adore poser, beaucoup de personnes viennent consulter parce qu'ils voudraient que quelqu'un d'autre change. Probablement encore plus en systémique, puisqu'ils se disent, bah, voilà, c'est une approche relationnelle. Donc, voilà. Et donc, une des premières questions que je pose, bon, après qu'il m'explique un peu la situation, bien évidemment, mais ça va être, bon, je reprends l'exemple de la femme qui vient parce que son mari fait rien à la maison, qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'a pas l'impression d'être respectée, etc. Je lui pose la question, quel serait l'intérêt pour votre mari de changer? Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Et ça, c'est une question que j'adore parce que je trouve que, bah, d'abord, elle est un peu, je vais pas dire fourre-tout, mais on peut la mettre dans plein de situations. Dans le harcèlement, on peut la mettre aussi en disant, bah, quel serait l'intérêt pour, je sais pas moi, Paul qui te harcèle dans la cour de récréation? Quel serait l'intérêt pour Paul d'arrêter? Et en fait, il n'y en a pas. Et donc ça, c'est vraiment, évidemment, enfin, le plus souvent, il n'y en a pas. Et donc, c'est une question qui est ultra intéressante, je trouve, parce qu'après, du coup, derrière, on peut dire, bah, s'il n'y en a pas, il ne va pas changer. À moins qu'on en mette un. Et à moins qu'on en mette un, je dis, ça, peut-être, on peut le travailler à nous deux, ou on peut le travailler ensemble. Et ça, pour le patient, c'est tout d'un coup, il reprend du pouvoir, quoi. Et c'est là, je trouve, donc, on a des questions recadrantes aussi, mais déjà, la question simplement, quand voilà, une femme je reprends cet exemple, la femme qui dit, mon mari fait rien, etc., je vais lui dire, mais, ok, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Je vais me dire, bah, je lui ai déjà expliqué, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Et je vais lui poser la question, je vais dire, est-ce que ça marche? Et est-ce que ça marche? C'est déjà presque un recadrage. Parce qu'en fait, les gens n'y ont même pas. Et donc, cette question, déjà, le fait de mettre en interaction, on est déjà dans le recadrage. Alors, un recadrage qu'on fait aussi, c'est que ce mapping, ce dessin spécifique euh, qu'on fait enfin, pour dessiner le problème, vraiment, on le montre parfois aussi aux personnes. Donc ça, ils voient le dessin des boucles, en fait, et de comment ils maintiennent le problème sans le voir. Donc voilà, donc les recadrages sont variés. Maintenant, j'ai vraiment envie de te demander de nous dessiner quelque chose, Ah, je ou peux, un hein. exemple, ou si tu peux. Après, sur Zoom, tu sais, je peux Oui, je peux partager l'écran. partager oui, je peux partager ma tablette. Oui, je vois bien comment on fait. Si tu m'autorises le partage. Je t'autorise, Donc, euh, je sais pas, une situation. Bah, je vais prendre le harcèlement, par exemple. par exemple, Ça carrément. parle. Alors, on va prendre Isabelle qui est harcelée. Et donc, Isabelle, je la mets plus ou moins au centre. Je vais reprendre Paul, hein, parce que j'ai fait Paul tout à l'heure, un méchant Paul. Et donc, je vais commencer par dessiner, en fait, le fait que Paul, donc, ici, harcèle. Donc, elle va me dire, voilà, j'ai un consulté parce que Paul, je sais pas, au boulot, systématiquement, il me critique, chaque fois que j'ai une idée, il casse mon idée. Et donc, je vais noter ce que Paul fait ici. En fait, mes notes se limitent presque à ça, hein. Donc, ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Enfin, nous, je vais pas noter plein en littéral comme ça. Je vais plutôt essayer de dessiner le maximum. Et ça va m'amener, du coup, avec cette vision, du coup, interactionnelle, à poser les bonnes questions. En fait, ça facilite le questionnement. Puisque du coup, ben, j'aurais envie de savoir ce qu'elle fait ici, en fait, hein. Et donc, je vais lui dire, ben, quand Paul fait ça, alors comment vous faites? Et puis, il va dire, ben, je me défends un peu, parce qu'il me fait quand même peur, mais je me défends un peu. Je l'évite. Euh, je sais pas, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, et je lui ai dit enfin, qu'il pourrait être plus gentil, qu'il n'y a pas de raison de me critiquer systématiquement. Donc, j'ai dit d'arrêter, on va dire. Voilà, par exemple. Et donc, je vais aussi essayer d'avoir les émotions. Donc, les émotions, nous, on les met là. En quelque sorte, là, c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe en externe.
Et là, c'est ce qui se passe plus en interne. Donc, la personne avec elle-même. Et d'ailleurs, si je mets le mapping théorique, on va mettre ici la vision du monde, en fait, de la personne. Parce que finalement, si quelqu'un d'autre, ah, j'ai écrit à l'extérieur, si quelqu'un d'autre que Isabelle, si quelqu'un d'autre qu'Isabelle était attaqué par Paul de la même manière, peut-être il réagirait ici différemment et ça se serait arrêté. Aurait cassé, enfin répliqué d'une certaine manière, etc. Et donc ça se sera arrêté. Donc pour nous, c'est vraiment très important de voir comment elle fait pour que ça se maintienne en fait. Enfin, je vais pas lui dire ça comme ça, ce serait un peu vache, mais je vais lui montrer comment quand même elle... Et donc c'est là que je peux poser cette question de pourquoi Paul s'arrêterait de le faire, etc. Bon. Et donc là, je vais avoir les émotions. Donc, par exemple, je vais avoir la peur de Paul ou de la tristesse, parce que comment ça se fait qu'on peut être si méchant, etc. Donc là, on a une flèche qui reprend les émotions. Éventuellement, mais on n'est pas obligé de toujours tout compléter. Ici, nous, on a la flèche des pensées, parce que quand on le fait de manière plus théorique, on va dire qu'on a le bonhomme comme ça, avec son cœur ici, donc les émotions qui arrivent dans le cœur, les pensées qui arrivent dans la tête. Et puis ici, il peut y avoir la flèche, alors c'est un peu un drôle d'endroit, mais c'est la flèche de tout ce qui est, nous on va appeler ça symptômes, c'est-à-dire tout ce qui peut me venir, par exemple, elle pourrait avoir des insomnies, ce serait ici. Tout ce qui me vient, qui me va pas et qui peut faire partie du problème parce qu'elle pourrait ne plus endormir, parce que demain il y a une réunion avec Paul et je me dis, oh là là, au secours, etc., ou des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Mm. Et Donc ce qui voilà. viendrait Mais en jouer en gros, plus sur, bah, ça accentue, t'as une limite aux émotions, les émotions sont encore plus grandes parce que t'as mal dormi, etc. oui, c'est ça, Ok, exactement, exactement. ok, oui. Tout à fait. Ça accentue exactement la manière de réagir aussi. Je me sens encore plus incapable de réagir, j'ai pas les idées claires. Enfin voilà, oui, tout à fait. Et donc, pour nous, voilà, ça c'est ce qu'on va en gros avoir sur le mapping. Après, il peut y avoir d'autres choses, mais je vais pas quand même faire un truc très complexe ici. Et donc, après, ce qu'on va se demander, nous, c'est ici, OK, tout ceci, c'est quel message qu'elle envoie à Paul. Et donc, c'est là que je disais que le harcèlement, souvent, il y a un double message. C'est qu'elle lui dit, en fait, arrête, mais en implicite, elle lui dit, mais si tu continues, il n'y a pas de conséquences. Parce qu'en fait, je suis juste en train de me plaindre un peu, de t'éviter, tout ça. C'est pour ça que la question est toujours intéressante de bah, qu'est-ce que Paul aurait à gagner à arrêter, quoi. Est-ce que ça lui fait prendre conscience qu'il n'y a pas de conséquences? Et donc, on va vraiment, du coup, pouvoir lui montrer ça et lui dire, bah, voilà, en fait, j'ai l'impression que quand vous dites à Paul, arrête, vous lui expliquer, etc., ça passe pas, ça va pas jusqu'à la case de ce qu'il a envie de faire. Et au contraire, lui, il se dit, j'ai du pouvoir sur elle, et donc il n'y a pas de conséquences pour lui. Et donc, on va chercher avec le 180 degrés, à faire le 180 degrés ici, et donc on va se dire, bah, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle puisse lui dire, par exemple, continue, mais voilà ce qui arrive. Ce qui est le 180 degrés exact de arrête, mais il n'y a pas de conséquence, c'est continue, voilà ce qui arrive. Et donc, on va par exemple l'amener à répondre à Paul, ou aller trouver Paul dans son bureau et lui dire, voilà, écoute, tu me fais toujours, tu es toujours en train de casser mes idées, tout ça. Et en fait, je me rends compte que j'ai mal pris au début, je t'avais dit d'ailleurs, mais finalement, ça m'aide, ça me fait, ça me fait grandir, ça me challenge, etc. J'ai l'impression qu'en fait, tu m'aides à m'améliorer, donc je te remercie. Et dorénavant, quand on me critique, ben, ce sera tout à fait bienvenu. Et donc, en faisant ça, ben, elle change complètement le jeu, bien évidemment, le, puisque du coup, Paul, ben, il n'a pas envie spécialement de l'aider, etc. Et donc, par la suite, soit Paul la critique, elle lui fait un sourire, elle lui fait même merci, ou elle peut même le dire devant tout le monde, dire, ah, ben, merci, c'est intéressant d'avoir ton avis comme ça, etc. Soit il la critique plus parce qu'il veut plus. Et donc, dans les deux cas, elle est gagnante. Donc, quelque part, c'est ça on va essayer de la mettre dans cette situation à la fois. Donc, voilà. Et donc, le mapping, voilà. Ça ressemble, ça, c'est un mapping. Et, voilà. Donc, je suis juste, donc, voilà, Ça, voilà. tu peux Je du sais pas coup le si- montrer à ton patient, client, s'il y a une utilité dans la Exact. Et séance. donc, je peux tout à fait le montrer et dire, voilà, oui, exactement, exactement. Ok. Eh ben, super intéressant, merci pour l'exemple. Ouais, ouais. Parce que Avec plaisir, avec ça, c'est un outil que vous utilisez particulièrement chez Virage, hein, c'est ça? oui, Ok. c'est un outil qu'on a créé chez Virage, vraiment au début des formations Virage, et que du coup, voilà, on enseigne, on utilise oui, systématiquement. En fait, moi, tous mes patients, j'ai chaque fois, voilà,
des mappings qui sont à la place des notes. Alors, je ne veux pas dire que je ne prends pas d'autres notes, parce que c'est pas vrai. Je vais évidemment noter le contexte familial, si, je sais pas moi, c'est une mère avec 5 enfants, voilà, je vais le noter, etc. pour pouvoir, et les prénoms des enfants, je vais noter pour pouvoir, voilà, si elle me parle de ça, si les personnes parlent de loisirs, etc. J'ai noté, ça peut m'aider pour des métaphores, pour aller chercher des ressources, etc. Donc, je ne vais pas ne rien noter d'autre, mais c'est vrai que le problème, normalement, il tient là-dedans, quoi. Je me bats avec mon chat. Oui, je vois. Ok. Et les limites pour toi du modèle de ce modèle? Alors, il y Est-ce a qu'il y quand en même a des... déjà? J'imagine Oui, que oui, oui. bah, oui, il y en a toujours. Je pense la première limite, enfin, en tout cas, la première limite à laquelle je pense, je sais pas si c'est la vraie première, mais c'est d'avoir un client, d'avoir quelqu'un, nous on appelle client, évidemment, la personne qui veut changer, Mm. qui souffre assez de la situation. C'est un peu dur de dire ça comme ça, mais quand même, il faut que la personne souffre suffisamment et qu'elle nous demande de l'aide, qu'elle ait déjà fait des choses. Donc ça, pour nous, c'est aussi une limite. C'est que, comme je disais tout à l'heure, si la personne vient avec une difficulté de la vie, c'est plus difficile d'intervenir puisque nous, on a besoin d'un problème, donc d'une difficulté qui s'est entérinée par des tentatives de régulation pour pouvoir travailler sur ces tentatives de régulation. Puis, le client doit aussi être prêt, voilà, ça, je cherchais à sa quatrième condition, il doit aussi être prêt à réagir et à essayer autre chose. Bon, il doit être prêt à accepter de faire les choses qu'on va lui proposer ou qu'on va construire ensemble, puisque notre travail repose là-dessus. Donc, une des grosses limites, c'est évidemment d'avoir quelqu'un qui est prêt à agir. Et donc, si la personne vient un peu en mode, comme on vient parfois en hypnose, en mode changez-moi, mais ne me fatiguez pas trop. Non, j'exagère un Oui. peu, mais Si, si, parfois en c'est quand mode même un peu ça. un peu observation, quoi. Si on Oui, reprend c'est les ça. étapes de changement, on n'est pas du tout, on n'est même pas dans la C'est ça. préparation, quoi. On est, Voilà, c'est ça, à ce moment-là. Ou si elle vient trop comme plaignant, en espérant déposer son truc, vider son sac, bon, on peut le faire. Je dis toujours aux participants en formation ou en supervision, je dis, vous pouvez le faire, vous pouvez recevoir, mais on ne sait pas faire de la thérapie brève, alors avec un plaignant, puisque la personne n'est pas prête à passer à l'action. Donc voilà, ça, c'est la première limite que je vois. Une autre limite qui fait que, de toute façon, le modèle ne peut pas fonctionner toujours, c'est le thérapeute. Donc, je crois qu'il n'y a aucun thérapeute qui peut dire, voilà, je vais avoir 100% de réussite, même avec des personnes qui sont clientes, parce qu'on peut ne pas le prendre, pas parvenir à créer la relation qui fait qu'on fait bouger la personne, pas, pas trouver les bons cadrages, la manière, voilà. Donc, on peut avoir une très bonne relation, mais la personne, on n'a pas assez mobilisé pour qu'elle puisse jouer cette carte qu'on a donnée par la tâche. Donc voilà, il y a quand même les limites du thérapeute qui sont une limite, puisque voilà, je pense que euh, aucun thérapeute n'applique le modèle assez parfaitement que pour dire que ça marche avec tout le monde. Euh, je pense que c'est un modèle assez mental quand même et que peut-être pour certaines personnes plus limitées intellectuellement, ça peut être un peu plus compliqué. Maintenant, je trouve qu'on peut leur faire sentir avec le dessin, on peut faire bouger, etc. Mais ça peut parfois être une limite. oui, j'allais Quelqu'un, dire des personnes, bah, s'il y a une faible capacité d'insight, oui, finalement, c'est ça, c'est ça. je pense à mes stages en psychiatrie, des Oui, fois, bah, ça passe pas, en fait. ça. C'est ça, parfois c'est ça, c'est difficile. Oui, voilà, voilà, exactement, exactement. Donc ça peut être quand même une limite aussi. Euh, ce sont les limites que je vois a priori, quoi. Est-ce qu'il y aurait des limites sur les problématiques que vous pouvez accompagner, du genre, je sais pas, hein, mes Ah oui, oui, psychotraumas, oui. alcoolisme, voilà, c'est des choses Alors, un peu extrêmes. je pense qu'il n'y a pas de limite en soi. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des problématiques avec lesquelles ça s'adapte beaucoup mieux qu'avec d'autres. Donc, on prend l'alcoolisme, par exemple. Moi, j'ai travaillé avec des personnes alcooliques où ça a très bien marché, mais j'ai eu plus d'échecs là-dedans que j'en ai eu dans les troubles anxieux. Clairement, c'est plus difficile mais c'est aussi plus difficile parce que l'alcoolique, par rapport à la notion de client que je définissais tout à l'heure, est parfois c'est un client plus douteux, parce qu'il voudrait arrêter et en même temps, il voudrait pas tout à fait parce qu'il aime quand même bien. Et donc, tout ce qui est problématique lié au plaisir, donc tout ce qui est addiction, alors, dans les addictions, je dis toujours, il y a deux types d'addictions. Les addictions qui sont plus une mauvaise tentative de réguler de l'anxiété, etc. À ce moment-là, on peut faire quelque chose parce qu'on va travailler sur l'anxiété, on va travailler sur la problématique d'origine. Et donc, l'addiction peut diminuer.
Mais quand l'addiction est vraiment liée au plaisir, le modèle est un peu limité parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait un client non plus. On a Mm. quelqu'un qui est ambivalent, qui à certains moments se dit je veux que ça change, et puis à d'autres moments, voilà. Et donc, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, ces problématiques-là, c'est plus compliqué. Les problématiques de trauma, alors une bonne question parce que moi, c'est ce qui m'a fait en fait aller vers l'hypnose. C'est c'est que, bon, d'abord, parce que le modèle à l'époque, comme je disais, les émotions n'étaient pas du tout aussi développées, et donc il manquait pour moi cette partie-là. Or, dans le trauma, ben, le problème est émotionnel plus, en fait. Euh, Maintenant, on a beaucoup développé, nous, le travail avec les émotions, les sensations. Donc, je pense qu'on peut travailler le trauma en thérapie brève. D'ailleurs, il y a des manières, il y a des tâches qu'on peut donner, mais on a un résultat même 100 000 fois meilleur en travaillant par l'hypnose, quoi. 100 000 fois meilleur, alors je sais pas, plus confortable pour le patient surtout, beaucoup plus confortable pour le patient. Parce qu'en thérapie brève, on va leur envoyer avec une tâche sur son truc, il est tout seul chez lui, en hypnose, on le fait avec lui, on peut utiliser safe place, enfin voilà, on peut travailler de manière plus cocoonée. Et donc, mais donc, on a plus de résultats, puisqu'évidemment, le patient va plus se prêter au jeu que quand chez lui, il doit se reconfronter à des trucs un peu trauma, il est tout seul. Enfin voilà. Et donc, c'est plus difficile de lui faire ces tâches-là que de l'accompagner en hypnose. Bon, on finit avec notre dernière partie, les liens justement possibles entre hypnose et ben, votre façon d'accompagner à vous. Alors moi, de ce que j'ai entendu, ça peut être dans votre stratégie, ça peut devenir un outil au service de la stratégie. C'est-à-dire bah, pour faire visualiser une tâche, pour peut-être prendre conscience d'une émotion si on bosse sur une émotion et ben, Tout à fait. enfin, faire augmenter la colère, par exemple, avec un souvenir de colère ou des choses comme Tout à ça fait. pourrait être un outil intéressant. Tout à fait. C'est un outil, même pour le questionnement, parfois, pour aller chercher vraiment les séquences interactionnelles, etc. On peut utiliser aussi l'hypnose. Donc oui, c'est un outil tout à fait intéressant déjà, juste au service de l'approche déjà. Après, il va permettre d'aller plus loin parce qu'effectivement, moi j'ai l'impression que parfois il me permet déjà simplement en séance, faire le 180 degrés en hypnose débloque le problème en fait et permet déjà presque que après on va donner juste comme tâche d'observer les changements avec la personne. Les changements ils ont été faits en séance, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'approche du Palo Alto comme je l'ai pratiqué avant, où le changement n'a pas lieu en séance en général. Enfin, oui, alors il y a les recadrages, les changements de perception, mais normalement le changement vraiment de la réaction, de l'expérience avec l'environnement. En fait, on dit toujours qu'avec notre tâche, on cherche à faire vivre une expérience émotionnelle différente, nouvelle à la personne. Et en fait, l'hypnose peut faire vivre cette expérience émotionnelle nouvelle en séance, en fait. Et donc, à certains moments, c'est vraiment une accélération du travail. Donc l'hypnose va presque à certains moments remplacer, enfin, permettre le mouvement à 180 degrés, donc remplacer la tâche qui pourtant, comme je le disais, est tellement importante dans notre approche, quoi. Donc, euh, là, on va être plus que dans simplement un outil au service de la thérapie brève, on va dire qu'on fait de la thérapie brève en hypnose, j'ai envie de dire. Ok. Toi, tu l'utilises sur des moments particuliers, l'hypnose Oui, j'utilise quand même beaucoup. Je vais utiliser pour aller rencontrer une sensation, mieux aller explorer une émotion et donc aller dans les sensations que ça génère, une boule dans la gorge, etc. Je vais faire une réification, je vais pouvoir faire parler la personne avec la boule, etc. Euh, donc pour effectivement aller affronter la peur, Mm. par exemple, aller faire ce qu'on appelle le scénario du pire, qui a été développé par Giorgio Nardone, justement, et aller le faire en séance d'une manière moins mentale que ce que je faisais avant, et Mhm. plus dans l'émotion, etc. Et donc là, on va utiliser l'hypnose, enfin, en tout cas, moi. Je vais l'utiliser, euh, comme je disais, pour les traumas, ça c'est sûr, je vais systématiquement l'utiliser. Parfois pour un travail avec les parties, pour des personnes justement bah, qui ont une espèce d'ambivalence par rapport à la clientélisation, où une partie d'elles ont envie que ça change et une autre partie pas. Typiquement, je pense à une patiente qui venait parce qu'elle trouvait qu'elle buvait trop et
voilà, elle a la partie plaisir qui l'a fait prendre ce verre, ce deuxième verre, ce troisième verre, c'est tellement agréable. Et puis la partie d'elle qui trouve que pour sa santé, c'est pas OK, etc. Donc voilà, et là, je pourrais utiliser l'hypnose aussi. Euh, Pourquoi est-ce que j'utilise encore? Il y a sûrement d'autres choses parce que j'utilise quand même très souvent. Euh, oui, j'ai pas maintenant d'autres choses qui me viennent. Je dirais que c'est plus évidemment les problématiques de moi avec moi que en relation externe. De manière générale, ça c'est sûr. Et donc, voilà, le trauma, souvent, c'est moi avec moi, même si c'est lié à un truc, une agression, etc. Ben, ce qui reste aujourd'hui, c'est moi qui continue à avoir des flashs, c'est moi qui sursaute au moindre bruit, c'est moi. Et donc, je vais plus utiliser. Donc là, c'est vraiment systématique, quoi. Et c'est marrant parce Ouais. qu'avec les problématiques extérieures, bah, ce sera un mix PNL hypnose, mais tu sais, il y a le travail des positions de perception, où il y a Oui, moi, il y a l'autre, il y a la position méta, et en hypnose, on peut le faire avec des hallucinations. C'est-à-dire vraiment oui, halluciner que l'autre est là et oui. comment je me comporterais en hallucinant vraiment Oui, que oui, l'autre est oui, là. oui, oui. Et en fait, c'est vrai qu'on le fait parce que quand on vend une tâche, par exemple, quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public, on va le faire et le public sera là, quoi. Enfin, on va Ouais, le faire Oui, donc j'utilise quand même. Oui, c'est vrai, et ça, c'est une problématique externe. Donc, c'est vrai que, oui, en fait, moi, j'ai l'impression d'utiliser, je crois que à peu près tous mes patients, je fais de l'hypnose à un moment ou un autre, quoi. c'est sur une C'est hypnose plus formelle ou conversationnelle d'après toi? Enfin, est-ce plus que tu fais conversationnel. une conversationnelle? T'es pas sur une Oui. induction avec approfondissement de transe, etc. Non, je fais pas d'approfondissement. Voilà, une induction, oui, parfois, mais je reste toujours dans le conversationnel et je fais pas je fais plus jamais à peu près d'approfondissement de trans. D'accord. Vraiment, je me rappelle plus d'avoir fait ça depuis très longtemps après avoir appris l'hypnose. Au début, je le faisais. Hein. Au début, même après avoir appris l'hypnose, je faisais des protocoles. Je me disais bon, cette fois-ci, j'étais un peu en mode, je ne travaille pas en thérapie brève. Cette fois-ci, j'utilise l'hypnose. Mm. Aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans. J'ai vraiment intégré l'un et l'autre. Et d'où ma difficulté d'ailleurs maintenant à dire quand est-ce que je l'utilise vraiment, parce que j'ai envie de dire, j'utilise un peu tout le temps. Enfin, tout le temps, à peu près dans toutes les interventions. Mais parfois, c'est très court, c'est parfois 5 minutes dans la séance, et puis parfois, c'est la majorité de la séance. Quoi. Là, j'ai fait justement avant-hier une séance de trauma, mais j'étais vraiment. On a parlé un peu, on a fait de l'hypnose beaucoup, enfin, mais l'hypnose où on parle, hein. Donc ça reste toujours conversationnel. Hein, quand je dis ça, c'est pas. Ok, eh ben, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai en effet pris le temps que tu m'avais imparti. Oui, oui, ben, Ouais, loi de oui, voilà. Parkinson, tu me donnes du temps, je prends le temps. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Alors, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller, que ce soit pour travailler les tâches stratégiques ou quelqu'un qui voudrait se renseigner un peu plus sur l'école de Palo Alto? Oui, il y a toute une bibliographie qui est sur notre site d'ailleurs. Mais en fait, si je devais conseiller vraiment, en fait, ça dépend évidemment, j'ai envie de dire, où en est la personne par rapport à l'école de Palo Alto, justement, ce qu'elle en connaît, ce qu'elle ne connaît pas, etc. Donc, C'est-à-dire qu'il y a très débutant, et puis la oui, c'est personne ça. qui connaît déjà, mais et qui a envie d'approfondir, par exemple, de mettre des tâches stratégiques Oui. dans ses Oui, oui, séances. c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment, oui, voilà, il y a vraiment des différences entre quelqu'un qui connaît pas du tout. Et alors, il y a aussi le contexte de travail. Quelqu'un qui connaît pas du tout, je trouve que le livre Psychosolutions de Giorgio Nardone, justement, est pas mal parce qu'il reprend des cas assez variés et il les déroule et donc il raconte comment il a fait. Et donc, je trouve que ça montre bien le modèle et comment le modèle fonctionne. Voilà, c'est vraiment. Et alors, sinon, il y a le livre aussi, moi, je trouve qui est très, très bien, de Karine Aubry et d'Estelle Boutan, Essaye encore, mais qui est plus centré sur tout ce qui est entreprise, Mhm. mais qui est aussi, elles reprennent le modèle. Et puis, alors, c'est tout des situations d'entreprise où elles le déroulent. Et je trouve que, voilà, ça montre bien. Enfin, pour quelqu'un qui ne connaît pas, je trouve le modèle, c'est une bonne manière de le découvrir. Alors, pour quelqu'un qui connaît mais qui veut mieux comprendre, alors ça dépend un peu ce que la personne veut mieux connaître. Si c'est plus les sources, moi je trouve qu'un livre, il est vieux, hein, mais il reste génial. C'est le livre de Paul Vaslavic, Changement, paradoxe et psychothérapie. Les premières pages sont un peu denses à lire, mais après, je trouve que ça explique très bien cette notion de changement de type 1, changement de type 2.
qui est un peu les fondamentaux du modèle aussi. Plus en psychiatrie à traiter les cas difficiles de Fish, Fish qui est un des fondateurs du modèle, donc qui était dans l'équipe vraiment fondatrice, et qui reprend donc tous des cas plus psychiatriques, donc des cas plus lourds que Psychosolution de Giorgio. Mais ouais, il est très facile à lire, hein, pour autant, ça ne l'empêche pas. Euh, alors, donc, j'avais parlé de tactique du changement. Donc, en fait, tout à l'heure, je me suis trompée. C'est pas Vassavik, c'est Fish et Wickland qui ont écrit ça. Donc, ce sont aussi les précurseurs. Alors, moi, j'adore L'homme relationnel de Jean-Jacques Wittelsdal. Il est plus philosophique sur l'approche, mais je trouve qu'il est vraiment chouette. Euh, c'est vraiment, c'est presque un livre grand public, je dirais, parce que pour n'importe qui, de voir comment en fait notre vie, en fait, enfin, comment en fait l'environnement est tellement important et comment en fait l'interaction est au cœur de nos réactions à tout moment et comment en fait nous sommes des êtres en interaction. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un chouette livre et moi j'ai bien aimé comment il était écrit, etc. Donc ça voilà, après, c'est une question de goût et de style. Marina, est-ce que tu as des actualités, toi, dont tu aimerais parler? Alors, j'ai vu ça sur le groupe de Systémie, qu'il y avait une conférence, je crois, sur les émotions de l'enfant ou quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est vrai, il y a une conférence la semaine prochaine, le mardi prochain, tout à fait, pour psychoéducation. C'est une ASB, quoi, c'est une association, je crois, belge, oui, tout à fait, et qui est diffusée en distanciel. Euh, Sinon, bah, j'ai un livre moi aussi, mais qui est en préparation. Donc, je ne sais pas, je sais pas du tout quand il va sortir. Il est plus ou moins écrit, mais voilà, je suis en contact avec l'éditeur maintenant, et donc je ne sais pas quand, je ne peux rien promettre, et je ne suis pas très sûre du titre encore, donc voilà, On ça verra. reste un peu flou, on verra bien. Donc, et là, je raconte. En fait, là, c'est vraiment, j'aurais voulu comme titre, ce sera probablement plutôt le sous-titre venez avec moi en séance, en fait, parce que je raconte vraiment des séances, enfin, je reprends vraiment les échanges de la séance, puisqu'elles ont été filmées pour la plupart, et je commente les propos du thérapeute pour expliquer un peu pourquoi, voilà, on dit ça, pourquoi je dis ça. Et puis après, je fais chaque fois des prises de recul et je fais un zoom sur ben, justement cette notion de client, sur la manipulation versus la stratégie, etc. pour en fonction de la séance, en fait, en fonction de chaque séance, je mets en lumière un peu des points du modèle. Mais voilà, c'est pas encore, je peux pas dire d'actualité parce que je sais pas du tout combien de temps. Et comme en plus j'ai jamais écrit de livre, je ne me rends pas bien compte du temps que ça va prendre pour que ça sorte. Donc voilà. Euh, Sinon, non, il y a pas vraiment, on n'a pas vraiment de grosse actualité pour l'instant. Peut-être que j'oublie des trucs et que je vais après me faire taper sur les doigts, Je comme les rajouterai, t'inquiète mes pas. collègues vont voir. Mais voilà. Non, non, il y a pas spécialement d'actualité. Euh, non, je réfléchis, mais non, voilà, pas spécialement. Un grand merci, Marina, parce que c'était absolument Ouais. passionnant. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ben, pour moi, ça, vraiment, j'adore partager ça. C'est super intéressant. Et merci pour les questions, et vraiment des chouettes questions. Euh, zut, maintenant, elle ne me revient pas. Il y a une question que j'ai bien aimée, on ne l'avait jamais posée. Ah oui, c'est ça, c'est la question de la position haute du parent et par rapport à l'enfant ou du prof élève. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, personne ne la relève. Or, je trouve que c'est un vrai risque, enfin, comme je le disais, et je trouve que c'était une bonne question et c'est intéressant. Voilà. Mais bon, on est fort dans notre enseignement, on insiste tellement sur le non-vouloir et sur la position basse que je pense que du coup, elle vient pas spontanément, sans doute, sans doute. Mais pourtant, c'est intéressant. Voilà, je trouve vraiment. Sinon, bon, tout le reste, c'était chouette. Voilà. Un chouette échange. Merci Merci, beaucoup. Marina. C'est de la confiance.